Mes parents ont donné $1 million à ma sœur pour lancer entreprise de ses rêves, et m'ont dit de partir, sous prétexte que, tu ne fais que prendre de la place ici. Je les ai rayés de ma vie et je n'ai jamais regardé en arrière. 5 ans plus tard, son entreprise s'est effondrée et elle est retournée vivre chez nos parents. Ma mère a fait glisser un chèque de banque d'$1 million sur la table de la cuisine, et ce n'était pas pour moi. Il s'est arrêté à côté de la purée de pommes de terre, devant ma sœur, Madison, et toute la pièce s'est mise à applaudir. Ma tante a pleuré. Mon père a fixé sa fourchette. Je me souviens de l'odeur du rôti et du bruit des bracelets de ma sœur lorsqu'elle a pressé le chèque contre sa poitrine comme un nouveau-né. Personne ne m'a regardé. J'avais 29 ans et je tenais les comptes de cette famille depuis 7 ans. Et je suis resté assise là, à faire ce que j'avais toujours fait, ces calculs silencieux que personne ne me demandait. 2 semaines plus tard, cette même mère m'a dit d'emballer toute ma vie dans des cartons. Et voici ce que vous devez savoir avant de commencer, se faire mettre à la porte n'était pas la pire chose que ma famille m'ait jamais faite. C'en était même très loin. 5 ans plus tard, ils allaient s'en prendre à ce que j'avais bâti de mes propres mains, et ils allaient utiliser mon propre nom pour le faire. Bienvenue sur Récits de famille, l'endroit où les femmes que l'on a sous-estimées s'assoient avec vous pour vous raconter la suite. Je suis ravi que vous soyez là. Si une histoire comme celle-ci s'est déjà invitée à votre table de cuisine, laissez un commentaire ci-dessous pour me dire d'où vous écoutez. Et n'oubliez pas de vous abonner, car vous voudrez absolument savoir comment tout cela se termine. Le dîner avait un thème, et ce thème, c'était Madison. Ma mère, Carole, s'est levée et a tapé sur son verre avec une cuillère, comme si nous étions à un mariage. Elle a annoncé que la famille faisait un investissement. $1 million, a-t-elle dit, pour le rêve de Madison, un lieu de réception de mariage et une marque de style de vie appelée Magnolia House, le genre d'endroit pour lequel les futurs mariés font 2 heures de route juste pour une visite. Madison a sorti ses larmes de concours de beauté et les jolies larmes, celles qui ne touchent jamais au mascara. Ma tante Lorraine a applaudi jusqu'à faire cliqueter ses bagues. Mon père, Frank, a hoché la tête en regardant son assiette. Je me suis assise au bout de la table, là où j'ai toujours été, et j'ai fait ce qui m'a attiré des ennuis toute ma vie, j'ai posé une question. Quels sont les frais généraux prévus pour la première année? C'était tout. Une question posée poliment par la personne qui déclarait les impôts de cette famille depuis l'âge de 22 ans. Les applaudissements se sont arrêtés. Le sourire de Madison s'est éteint comme un écran de téléphone. Ma tante m'a regardé comme on regarde une tache sur la nappe. Ma mère a posé sa cuillère, lentement, délibérément, et a dit que nous pourrions parler des choses ennuyeuses plus tard. Et tout le monde a ri, de ce rire soulagé des gens heureux de voir quelqu'un d'autre se faire écraser. Je veux être juste, je n'étais pas jalouse de ce chèque. J'ai eu des années pour m'interroger là-dessus, et c'est la vérité. Cet argent m'effrayait plus qu'il ne me blessait, parce que je savais ce que notre famille possédait réellement. Et je savais ce qu'il en coûte de tout vendre pour financer un rêve lorsque ce rêve ne paie pas le loyer. Mais ma mère m'a observé par-dessus ses lunettes pendant tout le reste du repas. Pas en colère, non, elle m'évaluait, comme une femme faisant l'inventaire, décidant quels articles ne méritaient plus leur place sur l'étagère. 2 jours plus tard, elle m'a appelé dans son bureau. Le bureau de ma mère était en fait l'arrière-boutique du magasin transféré dans la maison, un bureau, un mur de classeur et un tampon de notaire qu'elle portait depuis 20 ans, posé sur son socle comme une petite couronne. Elle ne m'a pas invité à m'asseoir. Elle m'a annoncé que la maison se restructurait. Madison aurait besoin d'espace, de calme et de toute l'attention de la famille pendant la construction de la Magnolia House. Puis elle a prononcé ces mots que j'entends encore à 2 heures du matin. Tu as 29 ans, Mera. Tu n'as pas de mari, pas de projet, et aucune étincelle. Chaque dollar que nous avons va là où les choses poussent. J'ai répondu que je tenais la comptabilité du magasin sans salaire depuis 7 ans. Elle a eu l'air sincèrement perplexe, comme si j'avais parlé de la météo. C'était pour te loger et te nourrir, a-t-elle dit. Cette famille investit. Elle ne fait pas la charité. Je lui ai demandé où j'étais censé aller. Elle a réajusté une pile de papiers, les a tapotés 2 fois sur le bureau et m'a donné sa réponse. C'est la première question intéressante que tu poses depuis des années. Tu as 2 semaines. Tu ne fais que prendre de la place ici. Puis plus doucement, presque gentiment, ce qui rendait la chose encore pire, on n'arrose pas les pierres, Mera. Je suis resté là et j'ai senti la phrase pénétrer nettement, comme le font les objets tranchants.
On ne saigne pas tout de suite. J'ai hoché la tête, parce que je suis le genre de personne qui hoche la tête, et je suis sorti en passant devant le mur de classeur avec mon nom sur les dossiers, mes fiches d'impôt, la copie de mon permis de conduire, toute ma vie de papier enfermée dans ces armoires. Voici ce que je ne comprenais pas encore en restant debout dans ce couloir, je pensais qu'elle m'excluait de la famille. Ce n'était pas le cas. Elle était en train de me déprécier dans ses comptes. Et il y a entre les deux une différence qui allait me coûter presque tout 5 ans plus tard, dans une enveloppe bancaire portant mon nom. Ce chèque me dérangeait pour une raison bien plus simple que l'orgueil, les mathématiques. Mes parents possédaient une quincaillerie à Arlo, en Géorgie. Les quincailleries n'ont pas $1 million qui traînent comme ça. Ce soir-là, je suis descendu chercher de l'eau et la lumière du bureau était encore allumée. Porte ouverte, papiers étalés sur le bureau. Je n'espionnais pas. J'ai été élevé pour lire ce qui se trouve devant moi. C'était littéralement mon travail. Tout en haut de la pile se trouvait un acte de vente de terrain, 62 acres près de la route 19. La ferme de ma grand-mère Ruth, vendue à un promoteur d'Atlanta pour $1,1 million après impôt. Je suis resté là, mon verre d'eau transpirant dans ma main. Grand-mère Ruth était morte 2 ans plus tôt. Une attaque foudroyante dans son jardin, avec ses gants encore aux mains. Et je pouvais entendre sa voix comme si elle était dans la pièce, car elle nous l'avait dit, à nous deux, à moi et à Madison, l'été de mes 25 ans, au milieu des rangs de haricots, quand je serai parti, cette terre se divisera en deux. Vous m'entendez? 2 petites filles, 2 moitiés. Elle n'avait pas modifié son testament à temps. Tout était revenu à ma mère, en toute légalité et dans les règles. Et la loi ne se soucie pas de ce qui a été dit au milieu des haricots. C'était donc là, écrit en police 10. Ce $1 million n'était pas un cadeau que mes parents offraient à Madison. C'était une chose confisquée. La moitié. La moitié qui était censée être une promesse, transmise lors d'un dîner sous les applaudissements. J'ai posé le verre, je suis remonté et je me suis allongé sur mon lit, dans une chambre où il ne me restait plus que 2 semaines. Et une question s'est ouverte en moi, froide et précise, le genre de question qui ne se referme pas d'elle-même, s'ils avaient pris cela si facilement, qu'avaient-ils déjà pris d'autres? Il s'avère que l'on peut faire tenir 29 ans de vie dans 11 cartons, les livres dans 4, les vêtements dans 3, et un carton rempli uniquement de papier. Mes diplômes, mes relevés de notes de l'université locale, les registres du magasin que j'avais copiés pour mes propres archives, parce que les vieilles habitudes ont la vie dure. Au fond du tiroir de mon bureau, j'ai trouvé une carte postale de grand-mère Ruth, envoyée lors d'un voyage paroissial à Savannah l'année précédant sa mort. Une photo de chêne vert au recto. Au verso, de son crayon usé, 2 lignes, j'ai vu un palmier pousser sur une digue aujourd'hui. Pousse quand même. R. Je me suis assise sur le sol de ma chambre qui se vidait et j'ai gardé cette carte postale longtemps entre mes mains. Madison est apparue sur le pas de ma porte lors de ma dernière nuit. Elle s'est appuyée contre le chambranle avec un verre de vin et m'a regardé scotcher les cartons. Ne rends pas ça bizarre, Mimi, a-t-elle dit. Ce n'est pas personnel. Maman croit juste en moi. Je lui ai demandé si elle avait déjà lu les devis des entrepreneurs pour son domaine. Elle a levé les yeux au ciel et m'a dit que je parlais comme une comptable. J'ai répondu que j'étais comptable. Elle a ri, et pendant une seconde, c'était presque nous à nouveau, à 10 et 13 ans, avant les concours de beauté. Puis elle s'est éloignée dans le couloir vers sa chambre qui était sur le point de devenir 2 pièces en absorbant la mienne. Mon père est passé 2 fois devant ma porte cette nuit-là. Des chaussettes épaisses sur le vieux pain. Je reconnaissais sa démarche comme on reconnaît la météo. Les 2 fois, il a ralenti. Les 2 fois, il a continué son chemin. J'aimerais vous dire qu'il est entré pour me dire des mots de père. Il ne l'a pas fait. À la place, il a laissé un billet de $100 plié sous mon essuie-glace. Sans mots. J'ai gardé la carte postale dans ma boîte à gants pendant 5 ans. Je connais encore ces 2 lignes par cœur. Lors de mon dernier jour chez Stone Family Hardware, j'ai formé ma propre remplaçante, un cabinet de comptabilité de Mâcon qui coûtait plus cher par mois que ce que j'avais coûté en 1 an. J'ai transmis les mots de passe, parcouru les rayons une dernière fois, puis, parce que le papier est ma façon de dire les choses importantes, j'ai apporté à ma mère une unique page dactylographiée, une demande de retrait en tant que membre de Stone Family Holdings LLC. Vous devez savoir ce qu'était cette société. Quand j'avais 22 ans,
mes parents ont créé une petite structure de gestion pour le magasin et l'immeuble pour des raisons fiscales, disait ma mère, et ils y ont inscrit mon nom en tant qu'associé à hauteur de 20%. J'ai signé là où les onglets indiquaient de signer. Je n'ai jamais touché un seul dividende, je n'ai jamais eu de vote qui compte, et j'avais presque oublié son existence, comme on oublie un double de clé confié à quelqu'un à une époque meilleure. Mais quitter la ville a déclenché quelque chose en moi. Je voulais récupérer mon nom. Tout entier. Ma mère a pris ma feuille dactylographiée, l'a glissée sous son agrafeuse sans la lire et a souri à un client par-dessus mon épaule. Les papiers plus tard, Mera. Nous sommes occupés à construire quelque chose, si tu n'as pas remarqué. J'ai dit que j'avais remarqué. Elle s'éloignait déjà. Je me suis tenu au comptoir où j'avais travaillé depuis le lycée et j'ai encaissé mon dernier client, Monsieur Pruitt, 3 pieds de chaîne et un cadenas. Et je me souviens avoir pensé que le tiroir-caisse avait un son différent quand on sait qu'on ne l'ouvrira plus jamais. Plus léger, plus creux. En sortant, ma mère a crié à travers le magasin, d'une voix claire comme une cloche, pour que toute la ville entende « Bonne route, ma chérie ». La mise en scène d'une famille aimante, toujours, pour n'importe quel public. L'agrafeuse retenait toujours ma page quand la porte s'est refermée. Souvenez-vous de cette page. Elle compte plus que tout le reste dans cette histoire. La première nuit de ma nouvelle vie, assise sur le lit d'un motel à la sortie de la ville, j'ai fait ce que je sais faire, j'ai dressé un bilan. Actif, $2300 sur mon compte courant. Une Honda avec 140 000 miles au compteur. 11 cartons, une carte postale. Passif, aucun, ce qui constitue une étrange forme de richesse. Compétences, tenue de livre, paie, déclaration trimestrielle, et la capacité à être invisible dans une pièce ce qui, j'allais bientôt l'apprendre, avait une valeur marchande. J'ai tout écrit sur le papier à lettres du motel avec un stylo qui sautait, et en haut de la page, j'ai écrit « Page 1 ». Ne laissez personne vous dire que toucher le fond est spectaculaire. C'est surtout administratif. Le lendemain matin, j'ai étalé une carte sur le capot de la Honda et j'ai réfléchi à l'endroit où pouvait aller une femme douée pour les chiffres mais sans référence. Les grandes villes veulent des diplômes. Les petites villes veulent des antécédents. Mais la côte. La côte a besoin de bras. Les saisons de pêche, les saisons touristiques, les bateaux de location, les gîtes. Chacun d'eux est une petite entreprise qui se noie sous les reçus, dirigée par des gens trop occupés à travailler pour faire de la paperasse. À 3 heures au sud, sur la frontière floridienne du Golfe, il y a une ville appelée Cedar Point. J'y étais allé une fois, à 19 ans, lors des seules vacances familiales qui n'étaient pas un concours de beauté. Je me souvenais de l'odeur de diesel, de sel et de mulets frits, et d'un port rempli d'hommes criant à propos de factures. J'ai posé mon doigt dessus. Ma grand-mère faisait pousser des tomates dans une terre que la carte du comté déclarait inconstructible. Pousse quand même. J'ai quitté le motel à 6 heures du matin, j'ai acheté de l'essence et une banane, et j'ai roulé vers le sud avec presque tout ce que je possédais qui glissait à l'arrière à chaque feu rouge. Cela ressemblait au bruit de toute ma vie en train de se réorganiser. J'ai décidé de prendre cela comme un bon signe. Avant de pouvoir ouvrir un nouveau compte courant à Cedar Point, je devais clore mes anciennes traces administratives. Et c'est là que le sol s'est dérobé sous mes pieds. J'ai appelé la banque d'Arlo à propos d'un certificat de dépôt que ma grand-mère avait ouvert pour moi à ma naissance, mon fonds universitaire, celui dont on m'avait dit qu'il ne rapportait rien, quand je m'étais renseigné à 19 ans. L'année où j'avais troqué les brochures universitaires contre des cours du soir à l'université locale. La guichetière était jeune, serviable, et n'avait aucune idée de ce qu'elle me révélait. Le compte avait été clôturé, m'a-t-elle dit. $18 000 retirés en totalité il y a 10 ans, quand j'avais 19 ans. Signature autorisée au dossier, Carol Stone, tutrice. Je suis resté debout sur le parking d'une station-service, le téléphone collé à l'oreille, et je lui ai demandé de relire la date. Elle l'a fait. Cela correspondait au printemps des 22 ans de Madison. Le printemps de la première entreprise de Madison, une boutique en ligne qui a vécu 11 mois et s'est éteinte criblée de dettes. Le printemps où ma mère m'avait assise pour m'expliquer avec une infinie patience que les dettes étudiantes allaient me dévorer vivante, et quelle chance j'avais d'être doué avec les chiffres sans avoir besoin de ce bout de papier. Je m'étais renseigné sur ce compte à l'époque. Je veux que vous sachiez que j'avais demandé. On m'avait répondu qu'il y avait eu une erreur d'écriture. Puis on m'avait dit que je manquais de respect. Et dans ma famille,
ce genre de remarque met fin à toute conversation. Une décennie. Cela n'avait pas commencé avec un chèque sur une table 2 semaines plus tôt. Cela avait commencé quand j'étais adolescente, et cela portait une signature. Et cette signature était celle de ma mère. J'ai remercié la guichetière, parce que je reste poli même quand le monde s'effondre. J'ai raccroché et j'ai écrit une seule ligne dans mon nouveau registre, retrouver tout ce qui porte mon nom. Voici ce que j'ai fait cette semaine-là et je vais être précise, car cela aura son importance plus tard, j'ai fait geler mon dossier de crédit auprès des 3 agences nationales. J'ai fermé tous les comptes à mon seul nom et en ai ouvert de nouveau à Cedar. J'ai trouvé un vieux compte joint datant de mes années d'études qui portait encore le nom de ma mère. La banque m'a dit que la fermeture nécessitait les 2 signatures. Je lui ai envoyé le formulaire par la poste avec une enveloppe timbrée pour le retour. Il n'est jamais revenu. Qu'à cela ne tienne, j'ai vidé le compte pour n'y laisser que $4 et j'ai continué d'avancer, parce qu'on protège ce qu'on peut atteindre et on documente ce qu'on ne peut pas. Ensuite, assise à la bibliothèque de Cedar. J'ai rédigé une lettre officielle à l'intention de Stone Family Holdings LLC demandant mon retrait en tant que membre, et je l'ai envoyé en recommandé avec accusé de réception. 9 jours plus tard, la carte verte de l'accusé de réception est revenue, signée par ma mère de son écriture soignée de notaire. Je l'ai rangée dans un dossier. Je sais ce que cela peut paraître, qui envoie des lettres recommandées à sa propre mère? Une femme qui a grandi en voyant cette mère conserver chaque reçu de chaque fournisseur qui lui avait tenu tête. Voilà qui. Sans le vouloir, Carol Stone m'a appris une vérité irréfutable, le papier est le seul témoin qui ne change pas de version au dîner du dimanche. Mais lorsque je me suis arrêté dans une agence bancaire de Harlow lors de mon unique voyage pour récupérer le reste de mes cartons, la guichetière a plissé les yeux devant son écran et a dit une phrase qui allait me hanter pendant des années. Madame, vous êtes toujours enregistrée comme membre de Stone Family Holdings. Toujours enregistrée. Ma lettre avait été reçue, signée, puis classée au fond d'un tiroir. Exactement au même endroit que la page sous la graffeuse. Une LLC, manifestement, ne fonctionne pas comme une famille, on ne peut pas vous en jeter simplement parce que quelqu'un cesse de vous aimer. Vous devez être formellement libéré. Et ils ne m'ont jamais, au grand jamais, libéré. Cedar. Ne se soucie absolument pas de votre nom de famille, et c'est la plus belle chose qu'une ville m'ait jamais offerte. J'ai trouvé un travail de nuit pour nettoyer des bureaux, un dentiste, un agent immobilier, un assureur. De 18h à minuit, payé avec des chèques qui ne rejetaient jamais. La journée, je répondais au téléphone pour un capitaine de bateau dont le système de classement se résumait à ce qu'il appelait le pick-up. J'ai mangé beaucoup de riz. J'ai appris que l'odeur du café des autres à 23h constitue une solitude bien particulière, et qu'on peut être trop fatigué pour être triste, ce qui n'est pas un remède, mais en a tout l'air. Sur le tableau d'affichage de la laverie automatique, coincé entre un chat perdu et un moteur de bateau, il y avait un prospectus, formation de certification QuickBooks, 12 semaines, mardi et jeudi soir, bureau d'extension du comté, $400. J'avais $460 ce mois-là. Je suis resté devant cette affiche avec mes vêtements qui tournaient derrière moi et j'ai refait le calcul 3 fois, comme si le total allait changer. La voix de ma mère faisait son commentaire habituel dans mon crâne, pas de projet, pas d'étincelle. On n'arrose pas les pierres. J'ai quand même pris le coupon avec le numéro de téléphone. En fait, j'ai pris tout le prospectus. Si je devais parier mon dernier dollar sur quelqu'un, autant que ce soit sur la seule personne qui ne m'avait jamais laissé tomber, moi-même. Parfois, le courage est bruyant. Le mien a pris la forme d'un chèque personnel de $400 rédigé sur une machine à laver, d'une main qui ne tremblait qu'à peine. Dès le premier soir, la formatrice a jeté un œil à mes exemples de bilan et m'a demandé où j'avais étudié. Dans l'arrière-boutique de ma mère, ai-je répondu. Elle a ri, pensant que c'était une plaisanterie. C'était l'éducation la plus coûteuse de cette histoire, et je n'en avais pas encore reçu la facture finale. 14 mois après mon départ, ma tante Lorraine m'a transféré un lien accompagné d'une rangée de points d'exclamation. Journal local de Harlow, une famille de la région lance les travaux d'un domaine de mariage à $1 million. Il y avait Madison portant un casque de chantier blanc immaculé qui n'avait jamais vu la poussière, une pelle dorée entre les mains. Il y avait mon père au bord du cadre, fixant le sol sur lequel il venait de tout parier. Et il y avait ma mère, au premier plan, citée comme s'il s'agissait des Saintes Écritures, « Nous sommes une famille qui investit dans les gagnants », déclarait Carol Stone.
Le journaliste lui demandait s'il était vrai qu'une famille de quincailliers locaux avait engagé tout son patrimoine dans ce projet. Ma mère affichait ce sourire d'inauguration, tout ce que nous avons va là où les choses poussent. Debout dans ma chambre louée, avec le téléphone brillant dans le noir, j'ai senti le vieux réflexe se réveiller, appeler, avertir, recalculer les frais généraux une fois de plus. Être utile. Être vu en train d'être utile. J'ai observé ce réflexe comme un échantillon de laboratoire. Puis j'ai fait le calcul le plus sain de ma vie, j'ai bloqué le numéro de ma mère. J'ai bloqué celui de Madison. Mon père n'avait pas de téléphone portable, il a donc bénéficié d'office du silence. Tante Lorraine, je l'ai mise en sourdine. Chaque famille a besoin d'un canal non sécurisé, et le sien transmettait les meilleurs ragots. Puis j'ai éteint mon téléphone et je suis resté à la fenêtre à écouter un crevettier manœuvrer dans le chenal, dans l'obscurité. La paix, quand elle arrive enfin, ne ressemble pas à une victoire. Elle ressemble à une maison une fois les invités partis, silencieuse, un peu trop grande, et entièrement vôtre, enfin. Il s'écoulerait 4 ans avant que je n'entende à nouveau la voix de ma mère. Quand cela arriverait, elle pleurerait comme si son cœur était brisé. Et ce ne serait toujours pas pour s'excuser. J'ai obtenu ma certification en mars et j'ai posé ma plaque la même semaine si l'on peut appeler, plaque, un panneau magnétique collé sur une Honda, Tidewater Ledger Company. Mon premier client fut Gus Tremont, propriétaire du port de Plaisance au bout de Water Street. 68 ans, des avant-bras comme des piliers de quai, un homme qui avait un jour réparé une pompe de cale avec une cuillère. Son système de classement tenait dans une boîte à chaussures portant la marque New Balance sur le côté, barré de la mention « Impôt » au feutre. Il l'a jeté sur le comptoir entre nous et a dit « Le fisc prétend que je leur dois 11 000 $. Moi, je dis qu'ils sont ivres. Règle ça. » Cela m'a pris 9 jours. Sous les reçus de diesel et un sandwich dont je préfère ne pas parler, Gus avait 3 ans de crédit de taxes sur les carburants non réclamés, des amortissements oubliés sur 2 monts de charge et une pénalité trimestrielle qui n'existait que parce que son ancien comptable avait déposé en retard. Quand la poussière est retombée, il ne devait rien et a récupéré 9 000 $. Gus a regardé les déclarations rectificatives pendant un long moment. Puis il a regardé ma facture, sur laquelle j'avais inscrit un montant dérisoire parce qu'il m'intimidait, et a prononcé les mots qui ont bâti mon entreprise. Ce chiffre est faux. Tu ne fais pas payer assez cher. Corrige ça, ou je vais dire à tout le monde que tu es bon marché au lieu de dire que tu es doué. Il m'a payé le double de ce que je demandais et a quand même passé le mot sur tout le quai. En l'espace d'un mois, j'ai récupéré le magasin d'Apa, l'usine de glace et 2 capitaines de charter, tous des hommes à boîte à chaussures, allergiques à la paperasse, se répétant les uns aux autres qu'une fille discrète combattait l'administration fiscale avec une calculatrice. Je suis rentré chez moi ce premier soir avec de l'argent réel sur un compte que personne d'autre que moi ne pouvait signer. Je me suis assise dans ma voiture dans le noir et j'ai ri jusqu'à en avoir mal aux côtes. Aucune étincelle. C'est ça, maman. Aucune étincelle du tout. À la fin de cette première année, j'avais 9 clients et un bureau qui était techniquement une Honda. Je faisais les fiches de paie sur le siège passager, rencontrais les clients au restaurant et conservais tous les dossiers dans des bacs étanches, car j'avais appris ce que le climat côtier fait au papier. Pendant ce temps, les nouvelles de Harlow arrivaient comme d'habitude, par l'intermédiaire de ma cousine Jenna, la fille de tante Lorraine, qui envoie des messages au rythme d'un scanner de police. Jenna est mariée à Dick, qui fait du placo, et Dick avait fait une offre pour le chantier de la Magnolia House. Cela offrait à Jenna une vue imprenable sur le rêve de ma sœur, une réalité qu'aucun reportage de magazine ne pouvait maquiller. Maddy a viré le deuxième entrepreneur, disait un texto. Il ne comprenait pas sa vision. Puis, la vision, c'est du marbre italien dans une grange à Harlow. Puis, ils ont fait venir par avion un concepteur lumière de Nashville pour le poulailler. C'est la suite nuptiale maintenant, mais Mera, c'était le poulailler. Je lisais ces messages en faisant la queue à la poissonnerie et je ressentais 2 choses à la fois et je serai honnête sur les 2. La première était cette terreur professionnelle, froide, que l'on éprouve en voyant quelqu'un foncer en camion vers un pont écroulé. Je savais ce que les 62 acres de terre de ma grand-mère étaient devenus, je connaissais leur vitesse de consommation des liquidités, et ces calculs sentaient le désastre. La seconde chose était plus mesquine, plus laide et purement humaine, logée quelque part sous mes côtes, ils ont choisi ça plutôt que moi. Du marbre pour le poulailler. Je n'ai pas répondu à la plupart des messages de Jenna cette année-là, mais je ne lui ai jamais demandé d'arrêter d'en envoyer,
et vous êtes libre de juger ce que cela dit de moi. En décembre, elle m'a envoyé une photo de la nouvelle enseigne du domaine, des lettres dorées sur panneau blanc, avec cette légende, devine combien coûte la mensualité du prêt? Je n'ai pas cherché à deviner. Il y a des chiffres qu'on ne veut pas avoir en tête. La deuxième année, j'ai loué mon premier vrai bureau, une pièce au-dessus du magasin d'appât de Utao, avec un climatiseur de fenêtre qui crachotait et une vue sur la flotte de crevettiers. Le meilleur pire bureau de toute la Floride. Le jour de mon emménagement, mon courrier a été réexpédié depuis mon ancienne location. Dans la pile, entre un catalogue de pêche et une facture d'électricité, se trouvait une enveloppe qui m'a glacé les mains, une déclaration d'impôt annexe K1 de Stone Family Holdings LLC pour l'année écoulée. Associé, Mera Stone, 20%. Zéro dividende, naturellement. Je n'avais jamais vu la couleur d'un centime, mais mon nom était là, toujours embarqué dans leur déclaration fiscale comme un passager oublié sur la banquette arrière. Sauf qu'on n'oublie pas un passager pendant 2 ans. On le garde parce qu'il sert à quelque chose. Je me suis assise à mon nouveau bureau et j'ai rédigé ma deuxième lettre recommandée, plus froide que la première, truffée de formules juridiques trouvées dans un manuel de la bibliothèque, demande formelle de retrait de la société. Prière de confirmer par écrit sous 30 jours. Je l'ai envoyée à ma mère en sa qualité d'agente officielle de l'entreprise. 11 jours plus tard, l'enveloppe entière m'est revenue avec le tampon « Refusé ». Refusé. Pas « Non réclamé », pas « Non distribuable ». Elle avait regardé mon nom sur cette enveloppe au guichet de la poste, devant un employé, et avait dit « Non ». Prenez un instant pour mesurer l'étrangeté de la chose. C'était une femme qui racontait à toute la ville que j'avais abandonné ma famille pleurant à ce sujet à l'église, selon Jenna. Et quand mon propre nom arrivait à sa porte pour demander à être libéré, elle le repoussait de l'autre côté du comptoir comme un chèque en bois. On ne peut pas être libéré, vous dis-je. J'ai classé l'enveloppe refusée à côté de la carte verte d'accusé de réception, étiquette bien visible. Mon dossier s'épaississait. Je détestais être aussi prête pour la suite. Ce printemps-là, j'ai décroché le contrat qui m'a fait changer de catégorie, The Harbor Group. 4 restaurants appartenant à une propriétaire intraitable nommée Rosa Duca. 12 comptabilités distinctes entre les restaurants, le food truck et le service traiteur, le tout emmêlé comme des lignes de pêche. Leur ancien cabinet de Tallahassee leur facturait des fortunes sans jamais rappeler. Rosa m'a fait passer un entretien sur une table de réserve avec un enfant sur la hanche et m'a demandé pourquoi elle devrait faire confiance à quelqu'un qui travaillait au-dessus d'un magasin d'appât. J'ai répondu, parce que je décroche mon téléphone, et parce que je vais trouver l'argent que le précédent comptable avait la flemme de chercher. Je l'ai trouvé en 6 semaines, un contrat de location de matériel mal catégorisé et 2 ans d'erreur sur les crédits d'impôt liés au pourboire, soit une somme supérieure à mes honoraires pour toute l'année. Rosa ne m'a pas dit merci. Elle a fait bien mieux, elle a appelé 3 de ses amis. Voici la leçon que Gus m'avait fait entrer dans le crâne, celle que je transmets à chaque femme qui recommence sa vie après 30 ans avec un savoir-faire entre les mains, facturé comme si vous comptiez être encore là dans 10 ans. Le premier tarif que j'ai proposé à Rosa m'a serré la gorge. Elle n'a pas scié d'un millimètre. Personne ne scie jamais. La seule personne qui ait jamais pensé que je ne valais rien m'avait eu gratuitement pendant 7 ans. Et j'ai cessé de croire que c'était une coïncidence. En juin, j'avais une liste d'attente et j'ai fait quelque chose de radical pour une Stone, j'ai refusé du travail, poliment, en redirigeant les clients, comme une entreprise qui respecte ses propres horaires. Le soir où j'ai refusé mon premier client, Jenna m'a envoyé un nouveau message, une capture d'écran de la page publique de la Magnolia House. Guirlande lumineuse au coucher du soleil, Madison resplendissante en lin blanc, les bras grands ouverts sous les poutres. Légende, complet pour la saison. Le commentaire d'une ligne de Jenna reste la meilleure analyse financière que j'ai jamais lue, être réservé, ce n'est pas être payé. Le bel article sur papier glacé est paru cet été-là dans un magazine régional, 6 pages intitulé Le miracle de Magnolia, comment une famille de Géorgie a tout misé sur un rêve. Je l'ai lu devant ma boîte postale. Les photos étaient véritablement superbes. Quoi qu'on puisse reprocher à ma sœur, elle s'est décorée une pièce. On y voyait la galerie couverte, le bar en chêne massif, ma mère en chapeau de paille riant sous un éclairage flatteur, présentée comme matriarche et première croyante du projet. L'article affirmait que les réservations affluaient et que la famille voyait déjà plus grand. Ce que l'article ne contenait pas, en revanche, c'était le moindre chiffre.
Et je lis le journalisme financier comme d'autres lisent les horoscopes, je remarque immédiatement ce qui manque. 2 jours plus tard, Jenna me fournissait les chiffres manquants à sa manière, une photo de Dick assis à leur table de cuisine, tenant une facture, l'air aussi sombre que sur une photo d'identité judiciaire. Placo 2e bâtiment. 90 jours de retard. Il a appelé 4 fois. Ils lui ont proposé un plan de paiement. Mera, un plan de paiement pour 11 000 $. Puis les stockades, en plus, le gala d'automne a été reporté pour cause de météo. Il n'a pas plu depuis 3 semaines. J'ai rangé mon téléphone, j'ai regardé les bateaux et j'ai fait ces calculs silencieux que personne ne me demandait, parce que c'est visiblement ainsi que mon âme est faite, de nombreuses réservations, des sous-traitants impayés. Une collecte de fonds reportée pour une entreprise lancée avec $1 million qui n'aurait jamais dû avoir besoin de lever des fonds. Sous toutes ces guirlandes, quelque chose était déjà en train de s'autodétruire. J'aimerais vous dire que j'étais désolé. Ce que je ressentais surtout, c'était ce vertige particulier de voir son enfance se rejouer à plus grande échelle, les apparences payées au prix fort, les exécutants mis sur des plans de paiement. Ma famille avait toujours fonctionné ainsi. La seule différence aujourd'hui résidait dans le montant de la facture et le nom de la personne sur le perron de qui elle finirait par atterrir. En octobre, mon téléphone a vibré, un message de groupe. Moi et ce qui ressemblait à tous les contacts que ma mère avait accumulés dans sa vie, soit 200 numéros. Je n'avais pas entendu sa voix depuis 3 ans, mais j'étais là, sur la liste de diffusion, pile entre la pharmacie et le pasteur, vous êtes invité à une soirée sous les magnolias. Gala de charité célébrant notre première année incroyable. 500 $ par couvert. Table de 8 disponible. Tarif famille disponible. Je l'ai lu 4 fois. Une telle audace comportait autant d'étages qu'une pièce montée. Elle avait refusé ma lettre recommandée de ses propres mains, raconté à toute la ville que j'étais une ingrate, et m'avait gardé sur sa liste marketing parce qu'un contact est un actif, et que Carol Stone n'a jamais effacé un actif de sa vie. Et ce, tarif famille, pour moi, probablement 500 $ moins le tarif en vigueur pour prendre de la place pour rien. J'ai rédigé et effacé une douzaine de réponses, chacune ressemblant à un petit réquisitoire. Puis j'ai envoyé celle qui ne faisait aucun quartier précisément parce qu'elle était dénuée de toute émotion, non. Juste cela. Aucun drame de ponctuation venant de la personne qui écrivait autrefois 3 paragraphes d'excuses pour avoir manqué un dîner du dimanche. Jenna m'a appelé dans l'heure, hilar. Elle avait reçu la même invitation. Puis sa voix a pris un ton plus grave, comme une fréquence d'urgence. Tu sais pourquoi ce gala a vraiment lieu, n'est-ce pas? Dick l'a appris par le traiteur, qui le sait de la banque. J'ai répondu que les galas de charité sont ceux que les entreprises organisent lorsque le mot « prêt » ne fonctionne plus. Jenna a marqué un silence. C'est pire que ça. Il y a déjà un deuxième prêt, un très gros. Emera. Le traiteur a dit que ta mère a dû promettre toutes sortes de choses à la banque pour l'obtenir. Je ne le savais pas encore, mais l'une des choses qu'elle avait promises, c'était moi. Avant que je ne vous révèle ce que ma mère avait réellement promis à cette banque, si votre famille vous a déjà fait payer pour avoir une place à sa propre table, racontez-le-moi dans les commentaires. Je lis chacun d'entre eux. Et prenez une seconde pour vous abonner, car l'enveloppe qui va surgir plus tard a changé la valeur de tout ce que j'avais bâti. Vous voudrez être là au moment où elle s'ouvrira. L'ouragan Odette a touché terre en septembre, à 40 miles à l'est de chez nous, ce qui, sur le golfe, compte comme un coup frôlé, mais laisse quand même 10 cm d'eau de mer dans votre bureau. J'ai reçu l'alerte à midi et j'ai fait le seul tri d'urgence qui comptait, les dossiers des clients d'abord. J'ai descendu les bacs d'archives par l'escalier du magasin d'appât pendant 3 heures, remplissant mon pick-up jusqu'au toit. J'avais abandonné la Honda depuis, payé sur mes bénéfices. Merci bien et j'ai tout conduit vers un garde-meuble sur les hauteurs pendant que le ciel prenait la couleur d'une échymose. J'ai laissé mes propres meubles nager. Les bureaux se remplacent. 4 ans de carnet de carburant d'un marin pêcheur, non. Après coup, Cédar Point a fait ce que font les petites villes côtières, tronçonneuses à l'aube, plat chaud à midi. Et j'ai trouvé ma propre façon d'aider. Les dossiers d'aide d'urgence et les déclarations d'assurance, c'est de la paperasse, et la paperasse est mon royaume. J'ai installé une table pliante devant l'église baptiste avec une pancarte peinte à la main, aide gratuite pour les formulaires de sinistre. Pendant 2 semaines, j'ai rempli des déclarations pour des pêcheurs, des gérants de motels et un couvreur manchot nommé Cécile, qui m'a serré si fort dans ses bras qu'il m'a fait craquer le dos.
Je n'avais pas prévu cela comme une stratégie commerciale. Je vous demande de me croire, car ce qui s'est passé ensuite m'a rendu confuse pendant un an. Lorsque l'eau s'est retirée, 15 nouveaux clients ont monté mes escaliers, certains sentant encore l'eau de Javel, chacun répétant une variante de la même phrase, « Vous étiez là quand c'était gratuit. » Alors je vous fais confiance maintenant que c'est payant. Ma mère m'avait appris que l'amour est un investissement qui exige un retour. Cédar m'a appris l'équation inverse, donner d'abord sans compter, et d'une façon ou d'une autre, les comptes finissent par s'équilibrer. De plus, et cela a compté plus que je ne l'imaginais, la tempête avait mis à genoux une maison particulière sur la ligne de dune. La maison Kessler se dressait au bout de Gullwing-Lan, perchée sur la première dune, les épaules bien droites face au golfe. 2 étages de bardeaux de cèdre gris, construite en 1961 par un capitaine de bateau qui l'avait visiblement charpenté comme on bâtit une coque. Je passais devant tous les soirs depuis 2 ans. C'était la maison à laquelle j'adressais un signe de tête. Odette avait emporté sa terrasse de toit, soufflé les fenêtres côté mer et noyé son installation électrique. Et les héritiers, vivant dans un autre état, qui la laissait pourrir, ont fini par jeter l'éponge. Elle a été inscrite à la vente aux enchères du comté cet hiver-là, en l'état, paiement comptant, sans clause suspensive. J'ai trouvé l'annonce un mardi soir et je suis resté devant mon écran brillant dans le noir comme un feu de camp. Voici ce que j'avais, 73 000 $ économisés dollar après dollar, 3 ans de dîner à base de riz et de vacances refusées. Voici ce que les marchands de biens voyaient, un terrain à raser avec vue sur le golfe. Voici ce que je voyais, une structure saine, une expertise certifiant que la dune tenait bon, et des calculs faits à minuit au dos d'un bordereau de dépôt, plafond d'enchères, réfection électrique, toiture, fenêtres, et 18 mois d'efforts étalés sur des week-ends que je n'avais théoriquement pas. J'ai appelé Gus à 7 heures du matin, car il connaissait les charpentes. Il l'a visité avec moi ce week-end-là, a donné un coup de pied dans un pilier comme s'il achetait une mule, a forcé l'accès au vide sanitaire et est resté silencieux un long moment sous les solives du plancher. Construite par un marin, a-t-il fini par lâcher. On ne fait plus de bois comme ça, et la tempête l'a bien compris. Achète cette maison, Mera. J'ai suggéré que l'option raisonnable serait plutôt un duplex en ville. Gus m'a regardé comme on regarde un mauvais numéro, ça fait 2 ans que tu salues cette maison. Je t'ai vu. Va chercher ta terre. La vente a eu lieu le 3e jeudi de janvier, sur les marches du tribunal, ce qui a l'air romantique mais n'est en fait que glacial. Nous étions 11, l'haleine fumante, un greffier avec un presse-papier lisant les descriptions légales comme des psaumes. Lorsque le lot Kessler a été annoncé, le silence s'est fait. Puis nous ne sommes restés que 2 enchérisseurs, moi et un promoteur en gilet de golf qui enchérissait d'un coup de menton. 48 000. 52 000. 55 000. Il a levé le menton à 59 000 avec l'assurance nonchalante des gens qui jouent avec l'argent des autres. Et j'ai entendu ma propre voix sortir, monocorde et définitive, une voix de tiroir-caisse, une voix qui a compté ce qu'elle possède et connaît le chiffre exact. 61 500. Il a consulté son téléphone. Quel que soit le tableau Excel de marge qui s'y trouvait, il a dit non. Le marteau, un vrai marteau en bois, Cédar ne modernise rien et est tombé, et une maison brisée sur une dune a appartenu à une femme arrivée dans cette ville 3 ans plus tôt avec 11 cartons et un stylo qui sautait. Mes mains tremblaient si fort en signant les papiers que le greffier a eu la gentillesse de faire semblant de ne rien remarquer. Cet après-midi-là, je suis allé à Gullwing-Lan avec la vieille clé en laiton que les héritiers avaient envoyée au comté. Elle n'a pas tourné, 60 ans de sel marin dans la serrure, et la clé n'a fait que tourner mon espoir dans le vide avant de me le rendre intact. Alors j'ai fait ce qu'il fallait faire, j'ai traîné une caisse sous la fenêtre et, j'ai décellé le contreplaqué et je suis entré par la fenêtre de ma propre maison. Et c'était encore la porte la plus facile que ma famille m'ait jamais ouverte. Je me suis assise là, sur le sol poussiéreux, dans l'odeur de sel, de vieux bois et d'oiseaux marins, avec le coucher de soleil qui traversait les cadres de fenêtres vides en formant des rayures de lumière, et j'ai serré cette clé inutile jusqu'à ce qu'elle devienne chaude dans mon poing. Souvenez-vous de cette maison. Souvenez-vous de cette clé. Car tout ce que ma famille fera dans la suite de cette histoire, elle le fera à cause de ce que cette maison est devenue et de ce qu'elle a prouvé. La rénovation a avancé à coups de week-end et d'obstination. J'ai appris à doubler des solives grâce à des vidéos et à un charpentier à la retraite nommé Hollis, qui se faisait payer en sandwich au poisson. L'électricité, je l'ai payée en bonne et due forme, l'eau et le feu sont les endroits où l'orgueil vient mourir. Mois après mois, la maison a repris vie, toit, fenêtres,
une terrasse sur laquelle on pouvait compter. Et pendant ce temps, le cabinet s'est développé au-delà de ce qu'une femme seule au-dessus d'un magasin d'appât pouvait gérer. J'ai donc embauché Dani Marsh, 19 ans, étudiante à l'université locale, une fille qui communiquait plus facilement avec des tableurs qu'avec des êtres humains et qui sursautait dès qu'on la complimentait, ce qui m'en disait long sur son foyer avant même qu'elle n'en dise un mot. Dès la première semaine, elle a découvert un double paiement fournisseur passé inaperçu 3 clients plus tôt. Je l'ai félicité avec précision, j'ai vu son mouvement de recul, et j'ai continué à le faire méthodiquement, comme une rééducation. On brise les schémas par petites répétitions, ou on ne les brise jamais. Pendant ce temps, acheter une maison aux enchères du comté s'accompagne de devoirs administratifs, la vérification des titres de propriété. Le cabinet de mon notaire a lancé les recherches habituelles sur moi en tant qu'acheteuse, hypothèque, jugement, société. La proctologie ennuyeuse de la paperasse américaine. J'ai signé l'autorisation sans hésiter. Mon crédit était parfaitement gelé, mes comptes étaient nets, 5 ans de données documentées et reliées entre elles. J'étais, sur le papier, la femme la plus ennuyeuse de Floride, et j'en étais fier. La clerc m'avait dit que le rapport prendrait 2 semaines. Cela a pris 9 jours. Puis elle m'a appelé au bureau à 16h un jeudi, et sa voix avait cette intonation qui cherche à paraître détendue, typique des bureaucrates précisément quand la situation ne l'est pas du tout. « Madame Stone », a-t-elle dit. Une petite question concernant les résultats de recherche. Êtes-vous au courant que vous êtes membre actif d'une LLC en Géorgie? Je lui ai répondu que oui, malheureusement, et j'ai commencé mon discours habituel sur l'entreprise familiale qui refusait de me libérer. Elle m'a interrompu poliment avec la phrase qui a fait basculer mon année. Ce n'est pas le fait d'être membre qui pose problème, madame. C'est l'activité. Des états financiers UCC ont été enregistrés contre Stone Family Holdings, très récemment. Pour ceux qui n'ont jamais eu ce plaisir, un enregistrement UCC est ce qu'un créancier dépose lorsqu'une entreprise met des actifs en garantie. C'est l'empreinte digitale publique d'un emprunt. Mon nom représentait 20% d'une société qui était activement, à ce moment même, en train d'engager ses actifs auprès d'une banque. Et je n'avais rien signé, rien vu, rien soupçonné. La clerc m'a lu les dates d'enregistrement. La plus ancienne remontait aux environs de l'inauguration à l'appel doré. La plus récente était toute fraîche, datant de quelques mois. Quel que soit le coût de la Magnolia House, Stone Family Holdings aidait à payer la note, et Stone Family Holdings portait toujours mon nom. Je suis devenu d'un calme absolu ce que mes proches ont appris à reconnaître comme mon signal d'alarme le plus assourdissant. Je l'ai remercié, j'ai raccroché et je suis resté à la fenêtre de mon bureau à regarder un pélican rater son atterrissage sur un poteau. Et j'ai pensé à ma mère, au guichet de la poste, repoussant mon nom comme un mauvais chèque. 2 fois j'avais demandé à être libéré, 2 fois ignoré. J'avais pensé que c'était par rancœur, par paresse ou par cette allergie générale des Stones à reconnaître quoi que ce soit. Debout à cette fenêtre, j'ai enfin fait le calcul le plus lucide, on ne garde pas un nom dans une société par pure méchanceté. La méchanceté est gratuite, et ma mère n'a jamais conservé un actif gratuit de sa vie. On garde un nom dans une société parce que ce nom a de la valeur pour quelqu'un. Je ne voyais simplement pas encore pour qui. J'ai signé l'acte définitif de ma magnifique maison réparée 8 jours plus tard. Et j'ai engagé une avocate avant même d'engager un plombier. Patricia Vance exerce dans une maison réaménagée en ville, avec une allée en coquillage et une assistante juridique nommée Bernice qui mène la barque comme un navire de guerre. Patricia a 61 ans, lit des statuts de société par pur plaisir et facture comme elle s'excuse, rarement. Je lui ai apporté mon dossier, la carte verte signée par ma mère, l'enveloppe tamponnée, refusée, les déclarations K1, les notes de la société de titres sur les déclarations UCC. Elle a lu pendant 20 minutes sans dire un mot pendant que j'observais ses diplômes et son poisson naturalisé au mur. Puis elle a levé les yeux. Le problème, ce sont les statuts. Le retrait d'un membre exige l'approbation de 51% des parts. Vos parents en détiennent 80, vous en avez 20, et vous n'êtes qu'une boîte aux lettres. J'ai demandé quelles étaient mes options. Aujourd'hui, nous envoyons une 3e mise en demeure sur mon papier à en-tête, avec les termes légaux qui rendent son omission très coûteuse. Nous leur signifions par écrit que vous rejetez toute participation, toute dette, tout engagement. Et ensuite, Mera, nous attendons qu'il fasse une erreur. Parce que les gens qui ignorent 2 lettres finissent toujours par faire des erreurs. Elle a fait glisser un bloc de papier et m'a fait rédiger toute l'histoire, chaque date, chaque demande, chaque refus.
Quand j'ai eu terminé, elle a lu et a tapoté la page du doigt. Vous avez gardé le reçu de la poste d'il y a des années. Pourquoi? Je lui ai dit la vérité, je ne sais pas comment ne pas garder les choses. Toute ma vie, tenir des registres impeccables a été ma façon de prouver que j'existais à des gens déterminés à ne pas me voir. Patricia m'a regardé par-dessus ses lunettes avec une expression que je n'arrivais pas encore à nommer. Le papier ne ment pas, les gens si, a-t-elle dit. Gardez chaque reçu. Un jour, c'est le papier qui prend la parole. Et c'est le seul témoin que votre famille ne pourra pas charmer. Sa troisième lettre est partie en recommandé un vendredi. La carte d'accusé de réception est revenue, même écriture soignée. Et puis, pendant des mois, plus rien. L'appel est arrivé à 1h du matin depuis un numéro inconnu, et j'ai décroché parce que les comptables du littoral répondent toujours au téléphone pendant la saison des tempêtes. C'était Madison. 4 ans de silence, et elle a commencé par « Je t'ai réveillé ». En fait, je m'en fiche pas mal. Elle était ivre, de cette manière méticuleuse où chaque mot est posé comme un verre en cristal. Derrière elle, j'entendais une télévision et le carillon de mes parents, elle était donc chez eux, sur la galerie où nous écossions des petits pois enfants. Elle a parlé pendant 11 minutes et j'ai surtout écouté, car on apprend bien plus d'un monologue que d'un interrogatoire. Elle disait que diriger une entreprise, c'était comme se noyer devant un public qui avait payé sa place. Elle disait que tous ceux qui avaient applaudi à ce dîner l'appelaient maintenant avec le doute dans la voix. Puis elle a retrouvé la vieille arme. Tu sais quel est ton problème, Mimi? Personne n'a jamais rien attendu de toi. Tu as eu le droit de n'être rien. Quelle chance tu as. J'ai regardé le ventilateur de plafond tourner et j'ai compris, peut-être pour la première fois, que le chèque sur cette table avait été une condamnation pour elle aussi. Juste un genre différent, celui qui s'accompagne d'un public. Et puis sa voix est devenue petite, atone, et elle a lâché ce que j'avais toujours su tapis au fond. C'était censé être moi. Ça a toujours été censé être moi. Je lui ai demandé doucement ce qui était censé être elle, exactement, et la question a semblé la dégriser d'un demi-degré, car elle s'est tue avant de reprendre. La vulnérabilité avait disparu, remplacée par quelque chose de répété. Maman dit que quand tout s'arrangera, tu nous devras quelque chose. Elle dit que de toute façon, tu nous es redevable. Et puis elle s'est arrêtée le pas en laissant sa voix s'éteindre, non, coupée net, comme si une main s'était posée sur le combiné. La ligne a coupé. Je suis resté éveillé jusqu'au réveil des mouettes. L'heure de voir quoi? La Magnolia House n'a pas duré 3 ans. Elle s'est éteinte au printemps comme meurent les entreprises, lentement, puis tout d'un coup en un seul matin. Jenna m'a envoyé la photo avant 8 heures, les grilles cadenassées et scellées par des colliers de serrage au fer forgé que Madison avait fait dessiner par un artisan venu de Savannah. Un avis municipal en caractères gras, taxes impayées, vente fiscale imminente. Derrière, on apercevait encore la galerie blanche, les guirlandes pendantes comme si la fête avait vieilli de 40 ans en une nuit. 29% des entreprises meurent par manque de liquidité. Et j'avais regardé celle-ci se vider de son sang pendant 2 ans à 200 miles de distance. Avoir eu raison sur les calculs ne m'apportait strictement rien. C'est une chose qu'on ne vous dit pas sur le fait d'être la comptable de la famille. Madison a réemménagé chez mes parents la même semaine, dans mon ancienne chambre, m'a rapporté Jenna, parce que la sienne était devenue le stock de la marque, des cartons de bougies invendus estampillés, Magnolia, là où se trouvait mon lit. Mais voici la partie que vous devez comprendre, car c'est le pivot sur lequel bascule tout le reste de cette histoire. À Harlow, le récit de la faillite a été rédigé le mois même, et je n'étais pas là pour vérifier les comptes. L'histoire racontée était la suivante, pauvre Madison. Elle avait de si grands rêves, mais les tempêtes, l'économie. Et pendant ce temps, sa sœur, assise sur son magot en Floride, n'a pas levé le petit doigt pour sa propre famille. Jenna l'a entendu lors d'une fête prénatale. Tante Lorraine l'a entendu à la sortie de la messe et, à son honneur, a protesté. Ma mère ne le disait jamais à la première personne, elle penchait simplement la tête et laissait la ville combler les blancs. Elle a toujours maîtrisé l'art du sous-entendu. En un mois, une de mes clientes ayant de la famille à Harlow a clôturé son compte chez moi. Sans donner de motif. Et ce lundi-là, une enveloppe bancaire a trouvé mon nom. Elle m'attendait dans le courrier du bureau, entre un catalogue de fournitures et une carte de remerciement de Cécile le couvreur. First Harvest Bank, Harlow, Géorgie.
En recommander ce que j'ai relevé avec un petit rire amer, ils avaient fini par apprendre ma langue. À l'intérieur, une seule page et l'entête le plus glacial de la langue anglaise. Avis à la caution concernant le prêt commercial de Stone Family Holdings LLC. Principal d'origine, 380 000 $. Statut, 90 jours de retard. Et puis mon propre nom, posé dans la formule de politesse comme un hameçon dans la lèvre, chère Madame Stone, en tant que caution solidaire de l'obligation susmentionnée, vous êtes par la présente informée. Je l'ai lu debout. Puis je l'ai lu assise. Puis je l'ai posé à plat sur le bureau et j'ai posé mes mains bien à plat à côté, parce qu'elles voulaient trembler et que je ne permets pas cela pendant les heures de bureau. 380 000 $. Plus que ma maison et la meilleure année de mon cabinet réunis. Payable, selon toute vraisemblance, par mois, pour un prêt que je n'avais jamais vu, au nom d'une société que j'avais suppliée par écrit 3 fois preuve et accusée de réception classée et de bien vouloir retirer mon nom. Danny m'a trouvé ainsi 20 minutes plus tard et m'a demandé si j'allais bien, avec cette voix des filles qui savent quel bruit fait une cuisine juste avant que quelque chose ne se brise. Je lui ai dit de me sortir le numéro de Patricia, car sous le bourdonnement dans mes oreilles, la partie professionnelle de mon cerveau, celle que ma mère avait forgée, que Dieu nous aide, avait déjà isolé le mot-clé, caution. Les associés d'une LLC ne sont pas automatiquement responsables de ses dettes. C'est toute la raison d'être de ces statuts. Un cautionnement est différent, il est personnel. Il exige une signature. Ma signature. Ce qui signifiait que quelque part dans un tiroir de la First Harvest Bank, à 200 miles au nord, il y avait un document portant mon nom signé. Et je n'avais jamais rien signé. Patricia a lu l'avis 2 fois et s'est figée, de cette immobilité propre aux bons avocats, celle du héron au-dessus de l'eau. Nous exigeons le dossier complet du prêt dès aujourd'hui, a-t-elle dit. Le billet à ordre, le cautionnement, les pages de signature, la totalité. Sa lettre est partie l'après-midi même. La First Harvest a réagi comme réagissent les banques de province lorsqu'un nom sur leurs documents commence à poser des questions, lentement, avec une extrême courtoisie et sans transmettre le moindre document. Une semaine de traitement, une autre semaine de notre service juridique examine la demande. Patricia m'a dit que ce retard était en soi une information, les banques vont vite quand leurs dossiers sont irréprochables. Et au beau milieu de cette attente, un mardi soir, alors que j'étais debout dans ma cuisine à moitié refaite à manger des crackers au-dessus de l'évier, mon téléphone a sonné avec un numéro de Géorgie inconnu. J'ai décroché en pensant que c'était la banque. C'était ma mère. Plus de 4 ans que je n'avais pas entendu sa voix, et elle est arrivée déjà baignée de larmes. Pas les larmes de théâtre que Madison tenait d'elle, mais quelque chose de plus lourd, de plus ancien et d'effroyablement convaincant. Mera, ma chérie. Je sais que tant de temps a passé. Je sais que des choses ont été dites. Des choses ont été dites. La voix passive de toutes les cuisines mal balayées d'Amérique. Elle n'a mentionné ni la banque, ni le prêt, ni l'avis portant mon nom. Elle a dit que mon père ne rajeunissait pas. Elle a dit que Madison traversait une épreuve si difficile. Et puis elle a déposé le miel exactement là où se trouvait la blessure, comme seule sait le faire la personne qui vous a frappé. On entend parler de toi là-bas, tu sais. Ton petit cabinet, ta maison au bord de l'eau. Nous sommes si fiers de ce que tu as bâti, ma chérie. Viens dîner dimanche. Juste la famille. Fier. 34 ans. Et c'était enfin là. Pile à l'heure. Exactement au moment où ma signature avait pris plus de valeur que mon absence. Je lui ai dit que j'allais y réfléchir, et que Dieu pardonne la femme de 29 ans qui vivait encore quelque part dans ma poitrine, une part de moi a rayonné. J'y suis allé. Patricia me l'avait déconseillé, le dossier bancaire restait opaque et entrer dans leur cuisine en plein mystère revenait à marcher droit dans la tempête. J'y suis allé quand même, et je ne vais pas vous mentir, 5 ans passés à construire une vie dans l'air marin et un simple « nous sommes fiers de toi » m'ont fait regarder mon rétroviseur à chaque feu rouge pendant les 3 heures de route vers le nord. La maison de Cypress Street avait rétréci, comme rétrécissent toujours les maisons d'enfance. De nouvelles gouttières, pourtant je remarque l'entretien comme d'autres femmes remarquent les coupes de cheveux. À l'intérieur, cela sentait le rôti du dimanche, les petits pains chauds et le produit pour meubles au citron que ma mère réserve pour les invités. La porte de mon ancienne chambre était entr'ouverte, juste assez pour apercevoir les cartons de Madison empilés jusqu'au plafond. Le dîner fut et je dis cela avec une précision clinique parfaite. Ma mère avait préparé tout ce que j'aimais à l'âge de 9 ans,
un menu tiré d'archives dont j'ignorais l'existence. Mon père m'a serré dans ses bras à la porte un instant de trop, puis a sorti du buffet une boîte à chaussures pleine de coupures de journaux, les mentions de Tidewater Ledger dans les pages économiques, le petit article du journal local après l'ouragan. Ma photo avec le ruban de la chambre de commerce, découpée, datée au crayon, conservée. Mon père ne parle pas, il archive. C'est son seul langage fluide. Et je suis restée assise là, tenant la preuve qu'on avait lue sur moi, qu'on m'avait suivi pendant toutes ces années de silence. J'ai dû m'excuser pour aller dans la salle de bain où j'avais tant pleuré à 17 ans et presser un gant d'eau froide sur mon visage, comme une femme cherchant à désamorcer une bombe en elle-même. La chaleur humaine était la seule arme contre laquelle je n'avais jamais forgé de défense. Il ne l'avait jamais utilisée auparavant. À travers la porte, j'entendais sortir la belle vaisselle et le rire de ma mère rythmer la table. Et sur le plan de travail de la cuisine, en revenant, j'ai remarqué une pochette verte, neuve, avec le logo de la First Harvest Bank sur l'onglet. Ils ont attendu le dessert. Ma mère a rempli ma tasse de café, s'est assise plus droite que d'habitude et a croisé les mains présidant une réunion, comme je l'avais vu faire pendant 7 ans sans salaire. Nous voulons parler de l'avenir, a-t-elle dit. Madison s'est animée, comme si les projecteurs venaient de l'éclairer. La présentation comportait des diapositives de vraies pages imprimées sous pochette plastique, la Magnolia House. Chapitre 2. Nouveau départ. Événements exclusifs, séminaire d'entreprise, luxe intimiste. La vision de Madison. Et elle a tourné une page, et là se trouvait mon nom, sous les mots « directrice financière ». Ton cerveau. Tu es la pièce manquante, Mimi, a dit Madison. Tu as toujours été la pièce manquante. Ma mère a pris ma main sur la table. La sienne tremblait, et j'ignore encore quelle part de cette soirée relevait de la comédie et lesquelles relevaient de la poigne d'une femme qui se noie. Nous nous sommes trompés sur ton compte, a-t-elle dit, chaque mot pesé comme la belle porcelaine. C'est toi qui as la tête sur les épaules. C'est ta chance de faire enfin partie de cette famille, Mera. Et c'était là, la phrase pour laquelle j'avais réservé une place en moi depuis l'enfance. Je veux être honnête avec vous sur les 30 secondes qui ont suivi, parce que je me suis promis de raconter cette partie fidèlement, j'ai tout vu, l'ensemble complet, comme un paysage depuis le hublot d'un avion. Les dîners du dimanche, les coupures de presse de mon père sur le réfrigérateur. J'avais la clé du mot « nous » avec moi à l'intérieur. Ils étaient en train de me le vendre, et pendant 30 secondes, j'en ai évalué le prix. Puis ma mère a fait glisser la pochette verte sur la table, le même geste, la même nappe, à 5 ans d'intervalle et a prononcé le chiffre. Le refinancement nécessite 500 000 $. La banque a juste besoin de ta signature, ma chérie. Tu es la seule d'entre nous en qui ils ont confiance maintenant. La banque a juste besoin de ta signature. Quelque part sous la tarte et les mains tremblantes, une porte blindée s'est refermée en moi, avec un bruit sourd et pneumatique. Je n'ai pas ouvert la pochette. Je l'ai alignée avec le bord de la table par habitude et j'ai dit « non ». Calmement. De la façon dont on énonce les vérités indiscutables. Je ne signerai rien. Ni ceci, ni quoi que ce soit d'autre lié à Stone Family Holdings. Pendant une longue seconde, la cuisine a retenu son souffle, et j'ai vu le visage de ma mère faire quelque chose que je n'avais jamais vu en temps réel, la chaleur s'en est retirée, comme l'eau s'échappe par une fissure. Et ce qui se tenait derrière cette chaleur n'avait cessé de calculer pendant toute la soirée. Après tout ce que cette famille t'a donné, a-t-elle dit et sa voix avait totalement cessé de trembler, tu oses t'asseoir à ma table et refuser. J'ai répondu, vous m'avez donné 2 semaines et un couvre-feu pour mes cartons. Madison a repoussé sa chaise si violemment qu'elle a raclé le sol et a quitté la pièce. Une porte à l'étage a fait vibrer les carillons. Ma mère a débarrassé les assiettes avec un sang-froid terrifiant. Mon père regardait le sol avec l'intensité d'un homme qui y lit son propre verdict. J'ai pris mes clés et je l'ai remercié pour le dîner, parce que j'ai été bien élevé, ce qui a toujours été l'ironie suprême de cette histoire. Sur le pas de la porte, je me suis arrêté. J'ai posé la question que Patricia m'avait dit de ne pas encore poser, mais je suis la fille de ma mère, et je voulais voir la réponse arriver. Maman, l'avis d'impayé de la First Harvest. Il m'a été adressé à moi. Pourquoi m'a-t-il été envoyé? Ma mère est restée sous la lumière jaune du couloir sans ciller. Je n'en sais rien, Mera. Les banques font des erreurs. Ma mère n'a jamais cru de toute sa vie que les banques faisaient des erreurs.
C'est la seule fois que nous partagions. J'étais déjà dans la voiture quand la lumière du Porsche s'est allumée. Mon père est sorti en portant un sac poubelle qui n'avait aucun besoin d'être jeté, un sac à moitié vide, un prétexte évident. À 65 ans, c'était la meilleure couverture qu'il avait trouvée dans sa propre allée. Il l'a posée près de la poubelle, puis s'est approché de ma vitre et est resté là, dans son gilet de laine, triturant un objet rectangulaire entre ses mains. J'ai baissé la vitre. Pendant un moment, il m'a simplement regardé, et sous la lumière du Porsche, ses yeux étaient ceux d'un vieil homme. Et j'ai réalisé que mon père avait vieilli exactement au même rythme que l'effondrement de tout le reste, sans dire un mot sur l'un ni sur l'autre. « C'est toi que ta grand-mère préférait ?» a-t-il dit. Juste cela. Ses premiers mots de la soirée. Puis il a glissé l'objet par la fenêtre, des feuilles pliées en 4, ramollies aux pliures comme si elles avaient été pliées et dépliées de nombreuses fois, portées dans la poche d'une chemise de travail. « J'ai pensé à toi », a murmuré mon père. Puis il s'est redressé, a repris son sac poubelle et est retourné d'un pas traînant dans cette maison qu'il n'avait plus les moyens de payer. La lumière du Porsche s'est éteinte avant que je n'ai pu prononcer son nom. J'ai roulé 11 miles jusqu'à un motel sur la route nationale avec ses pages sur le siège passager. Et je veux que vous compreniez que je ne les ai pas dépliées à un feu rouge, ni sur le parking. 5 ans de discipline servent exactement à cela. J'ai pris une chambre. Je me suis assise à l'un de ces bureaux vissés au sol, sous une lumière couleur de thé trop claire. J'ai pris une photo du carré plié, intact, horodaté car la chaîne de traçabilité est aussi un langage d'amour. Et puis j'ai ouvert le linge sale de mon père. 40 minutes plus tard, j'appelais Patricia Vance chez elle, à 23 heures. Elle a décroché à la deuxième sonnerie, comme si elle attendait depuis des mois. C'était le cautionnement, une photocopie d'un accord de cautionnement commercial de la First Harvest Bank garantissant un prêt consolidé pour Stone Family Holdings LLC. 380 000 $. Caution, Mera E. Stone. Et sur la dernière page, au-dessus de mon nom dactylographié, une signature. Ma signature. Ou plutôt, une imitation portant les vêtements de ma signature, le M, correct, le S, correct, la petite boucle sur le E, finale presque parfaite, comme un mannequin ressemble presque à une femme. C'était daté du mois d'octobre précédent. J'ai ouvert mon calendrier professionnel avec des doigts glacés, car c'est ce que je fais, je vérifie, même quand vérifier n'est qu'une formalité. À cette date précise, j'étais dans le restaurant principal de Rosa Duca à Cedar Point jusqu'à plus de 22 heures, clôturant les comptes du 3e trimestre avec 2 de ses gérants, à 200 miles de Harlow. J'avais les registres de facturation. Rosa avait les enregistrements des caméras de sécurité. Et sous la signature falsifiée, tamponnée à l'encre, serein, se trouvait ce qui m'a coupé le souffle d'une façon dont le faux lui-même n'y était pas parvenu, un sceau de notaire de l'État de Géorgie. Signature attestée et jurée devant notaire public assermenté, en personne. Tout y était. Quelqu'un ne s'était pas contenté d'imiter mon nom, quelqu'un s'était tenu devant un officier ministériel et avait juré que j'étais présente, et l'officier avait validé. C'est à cet instant que le dîner s'est reconstitué dans ma tête. Chaque plat dans son ordre véritable, les larmes au téléphone, les coupures de presse, le « fier de toi, ma chérie », la pochette verte posée sur le comptoir avant même que j'aie accepté de venir. Il ne m'avait pas invité pour me faire revenir à la maison. Le prêt était déjà en défaut, la fumée montait déjà, la banque resserrait les taux. Il m'avait invité pour refinancer un faux en écriture publique pour obtenir ma vraie signature, enfin, apposée par-dessus la fausse comme un parquet neuf posé sur du bois pourri. Tu ne fais que prendre de la place ici. 5 ans plus tard, j'en avais enfin la traduction complète, la place que je prenais n'avait jamais été dans la maison. C'était sur la ligne de signature, et il l'avait sous-loué. De retour à Cedar Point, Patricia et moi avons tout étalé sur la table de conférence comme un patchwork, pièce par pièce, l'accusé de réception vers signé par Carol Stone 3 ans plus tôt, l'enveloppe tamponnée, refusée. La propre lettre de Patricia reçue et ignorée, toute datée d'avant cette fameuse signature d'octobre. 3 demandes écrites d'être retirées de la société. Et puis ce cautionnement surgissant avec mon nom, mon agenda professionnel, les factures de Rosa pour cette nuit-là, et des spécimens de ma signature remontant sur des années, parce que je suis la femme qui garde tout. Patricia a contemplé l'ensemble et m'a dit. Nous avons 2 voies. Première voie, le civil. Nous contestons le cautionnement. Nous attaquons le dossier de la banque. Cela prendra 1 an, peut-être 2,
et vous coûtera des centaines de milliers de dollars pour peut-être l'emporter. Elle a tapoté la photocopie. Deuxième voie, ceci n'est pas un litige administratif. C'est un faux en écriture. Et ce sceau aggrave tout. Nous consignons votre contestation dans une déclaration sous serment pour faux et nous l'envoyons à la banque avec tout ce que vous venez de me montrer. Les banques ne défendent pas les faux documents, elles les lâchent immédiatement. Mais comprenez bien ce qu'implique la deuxième voie, Mera, une telle déclaration ne reste pas dans un tiroir. Elle part au service des fraudes, aux régulateurs. Cela devient un signalement judiciaire. Cela arrive sur le bureau du procureur de l'État. Je lui ai demandé de m'expliquer clairement les conséquences. Quelqu'un dans votre famille a commis un crime fédéral, peut-être deux. Si vous signez cette déclaration, vous ne réglez pas un compte à Thanksgiving, vous livrez votre famille à la justice de Géorgie. Nous sommes restés silencieuses face à cette réalité. Puis j'ai prononcé la phrase que je portais depuis le motel, la chose que je ne pouvais dire que dans ce bureau sous le regard du poisson empaillé. Patricia. Je pourrais simplement payer. Les 380 000. La maison, mes réserves. Je pourrais couvrir la dette et tout cela s'arrêterait. Patricia n'a pas scié, oui, a-t-elle dit. Vous pourriez les racheter. La question est de savoir ce que vous achèteriez réellement. Pendant que j'hésitais, ils ont répondu pour moi. Un jeudi matin, un huissier en chemise de pêche a monté les escaliers de mon bureau, a vérifié mon identité avec un petit hochement de tête désolé et m'a remis une assignation en justice, Stone contre Stone. Demandeur, Carol Stone, Frank Stone, Madison Stone. Défenderesse, moi-même. Je l'ai lu à mon bureau pendant que Danny faisait semblant de toutes ses forces d'être un meuble de classement. La thèse s'étalait sur 18 pages, mais voici l'essentiel, mes compétences professionnelles étaient de prétendues, actives développées par la famille, mais cette année de travail bénévole aurait créé une société de fait, que j'avais abandonnée. Et Tidwater Ledger ainsi que il l'avait nommé, il l'avait réellement nommé, la résidence en front de mer, étaient les fruits de cette association. Il réclamait 450 000 $ ou, précisait généreusement la plainte, une participation équivalente dans les entreprises en cours de la défenderesse, une part de mon entreprise. Patricia a qualifié cela pour ce que c'était, une procédure abusive conçue pour me saigner et me faire céder, avec environ 4% de chances de passer l'année devant un juge, mais 100% de chances de me coûter une fortune et mon sommeil jusqu'à son rejet. 43% des petites entreprises sont menacées de poursuites au cours d'une année donnée. La mienne portait simplement le nom de ma mère en première page. Mais c'est la page 11 qui a fait bouillir mon sang, leur avocat y avait joint, comme preuve des efforts de réconciliation de bonne foi, de la famille, sa propre convention d'honoraires pour prouver depuis combien de temps il tentait de résoudre le litige à l'amiable. Cette convention était datée de 3 semaines avant le dîner du dimanche. Avant l'appel en larmes. Avant les petits pains chauds, les coupures de presse et le fameux « c'est ta chance de faire enfin partie de cette famille ». Ils avaient engagé un avocat pour me poursuivre, puis avaient dressé la table. Le rôti n'était qu'une collecte de preuves. Le dessert n'était qu'une déposition déguisée. Ma mère n'avait pas invité sa fille à dîner, elle avait monté une pièce à conviction. Mes propres parents attaquaient en justice la fille qu'ils avaient jetée dehors. Si vous avez déjà été puni pour avoir construit ce qu'ils juraient que vous ne construiriez jamais, écrivez les mots « j'ai poussé quand même » dans les commentaires. Je veux voir combien nous sommes. Et abonnez-vous dès maintenant, car ce que mon avocate a découvert dans un registre notarial est la partie de cette histoire que personne ne croit jamais. Cela arrive. Voici le piège lorsqu'on grandit dans le récit d'une famille, quitter la maison ne vous fait pas sortir de l'histoire. Votre silence leur permet simplement d'écrire vos chapitres à votre place. Pendant 5 ans, je les avais laissés raconter, pauvre Madison, insensible Mera. Et je m'étais convaincu que la dignité consistait à ne pas répondre. Ce jeudi-là, la dignité a changé de mission. J'ai donné instruction à Patricia de déposer notre mémoire en réponse et de contre-attaquer pas pour l'argent, mais pour faire la lumière, un jugement déclaratoire attestant qu'aucune société de fait n'avait jamais existé et que le cautionnement était nul. Et puis j'ai fait ce qui, dans une famille comme la mienne, constitue la véritable trahison suprême, j'ai appelé Jenna et je lui ai tout raconté, sans filtre. Pas de « garde ça pour toi ». Le fonds universitaire volé, les lettres recommandées refusées, le faux cautionnement avec son sceau de notaire, le procès préparé avant le dîner. Dans une famille comme la mienne, on peut commettre n'importe quel crime, sauf celui de raconter. Révéler la vérité est une autre trahison.
J'ai parlé. La nouvelle a traversé le comté comme un ouragan. Ma tante Lorraine m'a appelé en sanglots et est restée au téléphone pendant 1 heure. 2 cousins dont je n'avais pas entendu parler depuis 10 ans m'ont envoyé des versets bibliques à double tranchant. Et 2 autres clients ayant des attaches à Arlon ont discrètement fermé leur compte chez moi. J'ai ressenti chacun de ces départs comme une dent arrachée. Gus l'a appris par les rumeurs du port. Il a monté mes escaliers d'un pas lourd et a posé son poing sur mon comptoir. Si quelqu'un me demande, je dis que tu es la seule Stone qui vaille quelque chose. Et tu peux noter ça au procès-verbal aussi. Puis le message vocal de ma mère est arrivé, le dernier canal non bloqué. Je suis resté à ma fenêtre à écouter sa voix posée, sans précipitation. Plus de larmes désormais, les larmes coûtent un supplément. Elle prononçait l'oraison funèbre qu'elle avait écrite pour moi des années plus tôt. J'ai appris que tu racontes des histoires, Mera. Nous avons donné cet argent là où il pouvait fructifier. On n'arrose pas les pierres. Ne va pas punir cette famille parce qu'elle s'occupe de son jardin. J'ai enregistré ce message vocal à 3 endroits différents. Une preuve, certes, mais aussi de ces pierres qu'on garde dans sa poche pour se souvenir du chemin parcouru. Un procès est une taxe sur tout, l'argent, le sommeil, la concentration, la joie. Au milieu de l'été, mes frais d'avocat dépassaient 38 000 $. J'avais perdu un client par simple gêne, et j'avais commencé à faire les fiches de paie à 5 heures du matin, car l'aube était la seule heure que le procès ne possédait pas encore. Danny a porté le cabinet à bout de bras, 19 ans, solide comme une quille de navire, déposant du café frais devant ma porte sans frapper, ce qui est la plus haute forme d'amour qu'une personne réservée puisse offrir. La phase d'instruction avançait péniblement. Leur camp produisait de la boue, des souvenirs flous, des jugements moraux, une décennie de vide sans aucun écrit. Le nôtre produisait du papier, toutes mes magnifiques et ennuyeuses archives, chaque reçu se tenant droit comme un petit soldat. Et puis, un soir, Patricia m'a rappelé à son bureau après le départ de Bernice. Elle avait la photocopie du cautionnement sous sa lampe et une loupe de philatéliste à la main. « Regardez le sceau », a-t-elle dit. J'ai regardé, le cercle ancré de l'État de Géorgie, le nom du notaire entourant le bord avec son numéro d'assermentation. Le doigt de Patricia s'est posé à côté, parfaitement immobile. Chaque notaire en Géorgie possède un numéro unique, et chaque registre est public, nom, comté, date de nomination. Elle a noté le numéro sur un bloc, a déchiré la feuille et me l'a tendue. Vérifiez-le ce soir. Et Mera. Elle a retiré ses lunettes, ce qui, chez Patricia, équivaut à une sirène d'alarme. Quand vous verrez à qui il appartient, je veux que vous m'appeliez moi avant d'appeler qui que ce soit d'autre. Avant votre cousine, avant le bon Dieu. C'est bien clair? La base de données des notaires de l'État est gratuite, publique et lente à charger. Je me suis assise dans mon pick-up devant son bureau, tapant ce numéro sur mon téléphone, la vitre baissée au milieu du champ des grillons, en pensant, je le sais déjà. Je l'ai tapé quand même. Je suis la femme qui vérifie. Numéro d'assermentation, 2019-114C. Notaire public, État de Géorgie, comté de Harlow, Carol Alston. En fonction depuis 25 ans. Renouvelé comme une horloge, en règle. Le sceau de ma propre mère a posé sur mon nom falsifié, attestant devant l'État de Géorgie que je m'étais tenu en personne devant elle pour signer. Le dossier complet du prêt, obtenu sur injonction judiciaire auprès de la First Harvest, est arrivé 2 semaines plus tard, bouclant définitivement l'équation. La banque exigeait une caution personnelle depuis la 2e année du domaine de mariage. Une note interne du dossier le précisait en prose bancaire impassible, membre de la famille disposant de liquidités identifiées. Lorsque le prêt avait été consolidé en octobre, le cautionnement était apparu, sous serment et scellé, et la pression était retombée. Et son registre de notaire qu'elle a dû remettre sur décision de justice, car un registre qui disparaît constitue un aveu en soi, montrait l'inscription de sa propre main assurée, date, acte, signataire, Mera Stone, personnellement connu de moi. Puis l'expert en écriture de Patricia a apporté la dernière pierre, la signature n'était pas de la main de ma mère. La pression du stylo, la forme des lettres, les hésitations caractéristiques correspondaient parfaitement au spécimen tiré de 10 ans de cartes d'anniversaire et de dossiers de concours de beauté. Madison avait écrit mon nom. Ma mère avait apposé le sceau d'authenticité. La main d'une fille, le nom de l'autre fille, le sceau de la mère pour lier le tout. Toute l'entreprise familiale miniaturisée sur une seule ligne de signature. Je suis resté assise dans le bureau de Patricia, tenant la photocopie du registre.
Et ce que j'ai ressenti était plus silencieux et plus terrible que des larmes, de la reconnaissance. Elle n'avait pas perdu la tête. Il n'y avait eu aucun coup de folie nocturne. Une inscription sur un registre est délibérée, elle se fait à un bureau, sous un bon éclairage, avec le sceau qu'on porte depuis 25 ans. Ma mère avait regardé ses 2 filles et avait fait ce qu'elle avait toujours fait, sacrifier celle en qui elle ne croyait pas pour financer celle en qui elle croyait. Patricia a laissé le silence s'installer, puis a posé la seule question restante. « Qu'est-ce que vous voulez, Mera ?» J'ai ouvert la bouche. Rien n'est sorti. Le tribunal a ordonné une médiation pour la première semaine d'octobre. Une procédure classique pour les conflits intrafamiliaux, la façon pour un juge de dire, de grâce, ne m'obligez pas à assister à ce spectacle. La veille au soir, incapable de tenir en place dans ma maison terminée, j'ai marché sur la plage, mes chaussures à la main, et j'ai fait ce que je fais toujours face au grand tournant, l'inventaire. Colonne 1, payer 380 000 $. Réhypothéquer la maison, vider mes réserves, m'éclore le procès, satisfaire la banque et retrouver la porte ouverte sur Cypress Street. Les dîners du dimanche, les coupures de presse de mon père, ma mère disant qu'elle est fière de moi devant les voisins. Tout ce qui se trouvait sur cette étagère que j'avais contemplé avec envie toute ma vie, et que je pouvais désormais m'offrir. C'était là toute la beauté empoisonnée de la chose. Colonne 2, l'attestation de faux. Mon nom lavé, l'escroquerie dénoncée au grand jour, et ma mère ainsi que ma sœur livrée à cet état dont on m'avait appris à redouter le jugement. Plus aucune table familiale sur cette terre ne m'accueillerait jamais. Le numéro de tante Lorraine survivrait peut-être. Peut-être. Je me suis arrêté au bord de l'eau et j'ai sorti la carte postale. Je l'avais transférée de la boîte à gants à ma veste ce matin-là. Ne laissez personne vous dire que les comptables ne sont pas superstitieux, j'ai vu un palmier pousser sur une digue aujourd'hui. Pousse quand même. Et là, debout dans la nuit, j'ai enfin audité ce compte secret que je tenais hors bilan depuis 5 ans. Cette maison avec sa toiture fière et droite derrière moi, le cabinet, le dossier de reçu. Pour qui avais-je accumulé toutes ces preuves? Parce qu'une part de moi je la voyais si nettement dans le noir à présent n'avait cessé de monter un dossier pour une salle d'audience située dans la cuisine de ma mère, devant un juge qui m'avait condamné à ma naissance. Le lendemain, ce juge allait m'offrir son verdict. Je suis rentré lentement chez moi, laissant la question m'accompagner. La médiation s'est tenue à Val d'Aosta, à mi-chemin, dans un cabinet d'avocats avec une salle de conférence froide comme une chambre froide et des tableaux choisis pour ne choquer personne. Ils sont arrivés avec 4 minutes de retard, ce qui, dans la grammaire de ma mère, constitue une phrase complète avec un sujet et un verbe. Madison portait sa belle robe bleu marine d'entretien d'embauche, les cheveux en chignon modeste, tenant un bloc de papier sur lequel elle n'écrirait jamais un mot. Ma mère portait ses vêtements d'église et avait apporté, je ne l'invente pas, une boîte Tupperware de carré au citron, qu'elle a posée au centre de la table comme un drapeau sur une plage. Nourrir les gens a toujours été son argument liminaire. Mon père n'était pas là. Le cœur de Franck, a dit ma mère au médiateur avec un petit sourire courageux. Et la moitié véridique de cette phrase s'est assise à table avec nous et y est restée toute la journée. Le médiateur était un juge à la retraite nommé Whitfield, portant des lunettes de lecture sur une chaîne et doté de la patience d'un homme qui avait entendu 400 familles tenter de se justifier. Leur avocat a parlé en premier, et je dois lui reconnaître ce talent, il a raconté une histoire magnifique. Une famille dévouée, un patrimoine modeste, une fille prodigue partie en Floride avec le savoir-faire et la réputation de sa famille pour y prospérer pendant que les siens se noyaient. Il a prononcé le mot « abandonné » à 2 reprises et l'expression « valeur familiale » jusqu'à ce qu'elle perde tout son sens. Ma mère s'est tamponnée les yeux sur commande. Madison fixait son bloc vide, la mâchoire serrée, jouant un rôle que je reconnaissais pour l'avoir vu dans toutes les loges de concours de notre enfance, la tristesse digne de la 3e dauphine. Et moi, assise aux côtés de Patricia dans ce froid, regardant ma famille mettre en scène le récit de ma propre vie, j'ai ressenti quelque chose que je ne m'attendais pas à éprouver, le calme. Le calme absolu d'une femme qui a enfin cessé de passer des auditions pour convaincre le jury. Patricia a fait cliqueter son stylo. Sous la table, son genou a effleuré le mien, attends. Nous avions un dossier que nous n'avions pas encore ouvert. Leur première proposition est arrivée en milieu de matinée, déguisée en acte de générosité, ils abandonneraient toutes les poursuites et renonceraient à toute réclamation, a annoncé leur avocat les mains ouvertes comme pour lâcher une colombe. En échange d'une restructuration familiale de la dette en cours.
Traduction, une fois que Patricia eut retiré l'emballage, j'assumai discrètement le prêt de 380 000 $, le cautionnement n'était jamais examiné, accord de confidentialité mutuelle, désistement réciproque, et « tout le monde reste une famille ». Il a réellement dit cette phrase, « tout le monde reste une famille ». Cela flottait dans l'air réfrigéré comme une étiquette de prix. Le juge Whitfield nous a regardés. Patricia a dit, nous aimerions répondre en présentant quelques documents, du ton exact qu'on emploierait pour proposer un café. Et elle a ouvert le dossier et l'a étalé, méthodiquement, lentement avec le plaisir d'une femme qui a attendu des mois pour laisser le papier parler. L'accusé de réception vieux de 4 ans, avec la signature de ma mère acceptant ma demande de retrait. L'enveloppe tamponnée, refusée. La convention d'honoraires de leur avocat datée de 3 semaines avant le dîner de réconciliation. Puis l'alibi, mon agenda, les factures de Rosa, les relevés horodatés de cette fameuse nuit d'octobre, 200 miles de distance géographique entre moi et cette signature. Puis le rapport d'expertise en écriture. Et enfin, tout seul, le relevé du registre de notaire et l'historique de la commission, que Patricia a déposé devant le médiateur sans un mot d'argumentation parce qu'il y a des preuves qu'on commente, et d'autres qu'on laisse simplement poser sur la table faire leur œuvre. Le juge Whitfield a lu. La pression de la pièce a changé. Leur avocat a tendu la main vers la page du registre, l'a lu et son visage est devenu d'une neutralité totale, le visage d'un homme recalculant ses honoraires face à son exposition pénale en temps réel. Madison avait cessé de respirer théâtralement pour respirer pour de bon. Et ma mère. Ma mère observait le visage du médiateur avec cette immobilité tendue que je lui connaissais après 30 ans à la regarder compter un tiroir caisse qui ne tombait pas juste. Whitfield a retiré ses lunettes, j'aimerais m'entretenir avec chaque partie séparément, a-t-il déclaré. Ma mère a pris la parole pour la première fois de la matinée, d'abord, je veux 10 minutes seule avec ma fille. Ils nous ont laissé la petite salle de réunion, celle avec la bouche d'aération qui bourdonnait et une aquarelle de phare au mur. 10 minutes, les deux avocats arpentant le couloir comme des pères en salle d'attente de maternité. Ma mère s'est assise en face de moi et je l'ai regardée se dépouiller de son jeu d'actrice comme on retire ses boucles d'oreilles après la messe, méthodiquement, élément par élément, jusqu'à ce qu'il ne reste plus que la femme de l'arrière-boutique. Celle avec l'agrafeuse et le seau de 25 ans de carrière. Je ne l'avais pas vue sans son masque depuis mon enfance. C'en était presque un soulagement. Tu n'as jamais été stupide, a-t-elle dit. Alors je vais te le dire crûment. Ce document là-bas nous détruit. Ta sœur a imité ta signature. J'ai apposé le sceau. Tu le sais. Je le sais. Et ce juge à la retraite le sait désormais. Alors voici ce que je te propose, Mera. Et je ne le proposerai qu'une seule fois. Elle s'est penchée en avant et sa voix a pris cette intonation que j'avais attendue pendant 34 ans, et qu'il était terrible d'entendre enfin, elle s'est réchauffée. Je vais remettre ton nom là où il doit être, ma chérie. La bouche d'aération bourdonnait, et parce que le silence a toujours été la seule arme qui avait prise sur moi, elle l'a comblé avec le seul véritable cadeau qu'elle m'ait fait ce jour-là. Tu penses que je suis un monstre? Mon propre père s'est tenu dans notre magasin quand j'avais 24 ans et a tendu les clés à ton oncle Ray, parce que Ray avait le sourire facile. Je suis resté sur le trottoir, le nez collé à la vitrine de ma propre famille. J'ai juré que je ne diviserais jamais ce que j'avais en 2 moitiés qui finiraient toutes les 2 par perdre. J'ai soutenu celle qui brillait parce que personne ne m'a jamais soutenu. Ce n'est pas de la cruauté, Mera. C'est ainsi que le monde fonctionne. J'ai fait ce qu'on m'a fait. Et la chose étrange, celle à laquelle je ne m'attendais pas après 5 ans à répéter mentalement cette confrontation, c'est que je l'ai cru. Absolument tout, le trottoir, la vitrine, la jeune femme de 24 ans le nez collé contre son propre nom. Je l'ai cru. Et pendant un instant, j'ai vu toute la chaîne de transmission, son père la sacrifiant, elle me sacrifiant à mon tour, la même pièce de monnaie transmise de main en main jusqu'à ce que quelqu'un sacrifie son propre enfant ou, au contraire, laisse tomber la pièce au sol en refusant de la ramasser. Elle m'offrait tout ce que j'avais toujours désiré. C'est ce que vous devez comprendre à propos de cette petite pièce. Ce n'était pas un piège ou du moins, pas seulement. Les dîners auraient lieu. Les coupures de presse iraient sur le réfrigérateur. Mon nom reprendrait sa place, selon ses propres termes. Tout cela était à moi. Prix public, 380 000 $, mon silence, et un mensonge fonctionnel scellé dans un registre officiel. Et assise dans ce froid bourdonnant, j'ai enfin vu le défaut fondamental de la marchandise.
La fêlure que j'avais refusé de voir toute ma vie, si cela peut s'acheter, ce n'était pas la chose dont je mourais de faim. Un verdict que l'on peut acheter ne dit absolument rien sur votre valeur réelle. C'est la raison même pour laquelle on ne peut en acheter aucun dans un tribunal honnête. J'avais passé 5 ans à me construire une vie en me répétant que c'était pour moi, et c'était vrai en grande partie. Mais il y avait toujours eu une étagère dépoussiérée pour son inspection, une pièce à conviction attendant le passage d'un juge. J'ai regardé ce juge, désormais. Et je lui ai posé la seule question qui restait à mon rôle. Si la Magnolia House avait fonctionné. Si le million avait fructifié. M'aurais-tu appelé un jour? La bouche d'aération a continué de bourdonner. Ma mère m'a regardé, et à son honneur, à son terrible et indélébile honneur, elle n'a pas joué la comédie. Elle m'a regardé comme elle regardait son inventaire et a choisi l'exactitude, elle n'a pas dit un mot. Ce fut la conversation la plus honnête que nous ayons jamais eue. Quelque chose dans ma poitrine qui retenait son souffle depuis l'âge de 9 ans a enfin expiré. Je me suis levé, allégé de tout le poids d'une enfance entière, et j'ai ouvert la porte. De retour à la grande table, avec les 2 avocats réunis et les carrés au citron qui transpiraient, intacts dans leur boîte, le juge Whitfield a demandé si les parties avaient une déclaration à faire avant de poursuivre. J'ai dit que oui. Patricia a pivoté sa chaise d'un pouce vers moi, nous avions convenu que je dirais cette partie moi-même, officiellement, avec ma voix de tiroir-caisse. Il n'y a aucune société de fait entre nous, et il n'y en a jamais eu. Et tout le monde autour de cette table le sait depuis ce matin, ai-je déclaré. Voici donc ma réponse à toutes les offres formulées et sous-entendues, je ne paierai pas ce prêt. Je ne signerai aucun accord de confidentialité cet après-midi. Mon avocate remet immédiatement mon attestation sous serment de faux en écriture à la First Harvest Bank, accompagnée du rapport d'expertise et des preuves de mon alibi. Et la plainte concernant l'authentification frauduleuse par aux autorités de l'État à Atlanta cette semaine. Leur avocat a tenté d'intervenir. Je n'avais pas fini. Et nous retirons notre demande de dommages et intérêts. Je ne veux pas de leur argent. Je ne veux ni du magasin, ni de la maison, ni d'un seul mètre carré de ce qu'il reste. Je veux que mon nom disparaisse de leur compte. C'est tout ce que j'ai toujours voulu. J'ai simplement passé 30 ans à lui donner un autre nom. La pièce est devenue si silencieuse que j'entendais presque les gâteaux au citron s'affaisser. Ma mère s'est levée et, pour la première fois de ma vie, j'ai vu son masque se briser en public, ce calme méthodique de caissière s'est fendu en deux, et ce qui est apparu dans la brèche n'était pas de la rage. C'était de la stupéfaction. Elle m'avait fait la seule offre qu'elle croyait impossible à refuser pour une personne affamée d'amour, et je l'avais rejetée. Toute sa vision mathématique du monde reposait sur l'impossibilité d'un tel refus. Tu livrerais ta propre mère à la justice, a-t-elle lâché, la voix brisée. Pour de la paperasse? J'ai rassemblé mes dossiers, je les ai alignés avec le bord de la table par habitude. C'est toi qui as apposé ton sceau, maman, ai-je répondu. Le papier est l'endroit où tu m'as mise. C'est le seul endroit où tu m'es jamais mise. J'ai pris mon manteau et j'ai prononcé les derniers mots que j'ai jamais adressés en face à ma mère et je les ai dits doucement, parce que c'était une reddition, la mienne comme la sienne. Tu n'as plus besoin d'être fier de moi désormais. Tu dois simplement te méfier de moi. J'ai enfin compris la différence. Elle a prononcé mon nom une fois, tout bas, Mera, comme une porte qu'on ferme. J'ai signé la déclaration sous serment dans la voiture de Patricia, les vitres baissées. Ma main n'a pas tremblé d'un millimètre. La justice administrative travaille lentement, puis tout s'accélère d'un coup. En 3 semaines, le service contentieux des fraudes de la First Harvest a examiné la déclaration, le rapport d'expertise et son propre dossier, et a fait exactement ce que Patricia avait prédit, ils ont lâché l'affaire. Mon cautionnement a été formellement annulé, la banque préférant passer une créance en perte plutôt que de subir un procès public révélant qu'une de ses agences avait accepté un faux sceau sans la présence de la signataire. Le procès civil est mort encore plus vite, leur avocat, ayant vu le registre notarié, s'est retiré du dossier en moins d'une semaine, et la plainte a été définitivement rejetée sans possibilité de recours avant Thanksgiving. Rejetée sans recours, signifiant pour toujours, signifiant qu'ils ne pourront plus jamais la déposer. Une phrase que j'ai fait répéter 2 fois à Patricia, lentement, comme une chanson préférée. Les poursuites de l'État ont suivi leur propre calendrier. Avec le temps, ma mère a renoncé volontairement à sa charge de notaire avant sa révocation officielle, et elle et Madison ont accepté un accord de probation judiciaire, remboursement intégral à la banque,
reconnaissance officielle de la fausse notarisation sur le registre public. Aucun procès pénal. Première infraction, l'âge de ma mère, remboursement complet, l'État préférait restaurer l'intégrité de ses actes plutôt que d'envoyer 2 femmes en prison. Certains trouveront cela trop clément. Je le comprends, mais je n'avais rien demandé de plus sévère au procureur, et voici pourquoi, la seule sentence qui comptait avait déjà été prononcée dans cette petite pièce froide, dans le silence qui avait suivi ma question. La seule chose qui restait c'est jouer sur le parking. Madison m'a rattrapé près de la voiture de Patricia, débarrassée de son texte enfin, le mascara coulant pour de bon. « Tu aurais pu nous sauver. » a-t-elle crié. « Tu avais l'argent. Tu aurais pu simplement nous sauver. » J'ai regardé ma sœur, 37 ans, magnifique, brisée, tenant toujours son bloc de papier vierge, et je lui ai offert la chose la plus vraie que j'avais. « Non, m'a dit. J'aurais pu payer pour vous. Ce n'est pas la même chose. Personne ne nous a jamais appris la différence, ni à toi ni à moi. » Pendant une seconde, quelque chose a traversé son regard qui aurait pu, un jour, dans une autre terre, devenir de la compréhension. Puis ma mère a crié son prénom depuis l'autre bout du parking, et elle est partie. Le prix à payer s'est manifesté durant tout l'hiver, et je veux être honnête sur la facture, car c'est la partie que les fantasmes de vengeance oublient toujours, mes frais de justice ont atteint 52 000 $, non récupérables. Disparu. Le bouche-à-oreille de Harlem a attribué mon titre définitif, la fille qui a dénoncé sa propre mère, et 2 clients supplémentaires se sont doucement évaporés sans donner d'explication. Tante Lorraine m'appelle toujours, mais le mardi désormais, quand son mari est au bowling je remarque l'horaire et ne dis rien, car on prend l'amour dans la mesure où il nous est offert. Et un après-midi gris de janvier, mon père m'a appelé. Le premier appel téléphonique de sa vie, à ma connaissance, passé depuis l'arrière-boutique de la quincaillerie sur la ligne fixe, avec le bruit du compresseur pour masquer sa voix. Il n'a pas dit bonjour. Il a dit « Ta grand-mère aurait fait exactement ce que tu as fait. Elle l'aurait fait plus vite. » Un long soupir, le compresseur qui bourdonne. « Ne dis pas à ta mère que j'ai dit ça. » Et il a raccroché. Je suis resté longtemps debout dans ma cuisine, le téléphone à la main. Sur Cypress Street, le panneau « À vendre » est apparu en mars. Le prêt restructuré par la banque et les dettes de fournisseurs laissées par Madison ont été soldés de la seule manière restante, et mes parents ont emménagé dans un 2 pièces en location près de l'église. Je l'ai appris par Jenna, je suis resté assise avec cette nouvelle et je vais vous dire exactement ce que j'ai ressenti, parce que je vous ai promis la vérité, du chagrin, oui. Et un silence terrible et limpide, comme un registre enfin clôturé par la main d'un autre. La machine avait dévoré les mécaniciens. Elle n'avait pas eu besoin de moi pour cela. Elle n'en avait jamais eu besoin. Et en avril, une enveloppe est arrivée du secrétariat d'État de Géorgie, Stone Family Holdings LLC. Déclaration modificative, liste des membres mise à jour. Mon nom libéré, retiré, effacé. 12 ans de paperasse effacée en une seule ligne. Je l'ai lu sur mon perron, elle ne pesait absolument plus rien. 6 mois plus tard, une berline grise tournait au ralenti au bout de Gullwing-Lan. C'était un dimanche d'octobre, 5 ans et 7 mois après la nuit du chèque de banque. J'étais sur ma galerie avec mon café et mes bilans de paie. Certaines femmes se mettent à l'aquarelle quand la voiture a descendu lentement l'allée. Lentement, de cette façon qu'ont les voitures quand le conducteur lit les numéros des maisons. Elle s'est arrêtée devant ma barrière, ma mère au volant, Madison sur le siège passager. 3 heures de route sans invitation, sans prévenir, pour parler, j'imagine, ou pour voir. Comme on passe en voiture devant une chose pour la rendre réelle. Je n'ai pas bougé. La barrière est restée fermée. La barrière n'avait rien à faire, c'est une simple barrière basse en cèdre, et son unique rôle ce jour-là était d'être là, et d'être à moi. Ce qui s'est passé ensuite, je l'ai regardé de derrière ma moustiquaire, et Jenna m'a confirmé plus tard que la version de la famille concordait mot pour mot, car Madison l'a raconté elle-même en pleurant sur la table de Lorraine, ma sœur est sortie de la voiture. Elle s'est tenue dans l'allée sablonneuse sous la lumière d'octobre et a contemplé la maison et les bardeaux de cèdre gris, la ligne de toiture fière et droite, les volets anti-tempête que j'avais posés moi-même, le jardin qui poussait le long de la bordure rocheuse. Et ma sœur, qui avait un jour tenu $1 million dans ses 2 mains à une table de dîner pendant qu'une famille applaudissait, s'est brisée en plein milieu de la route. Elle l'a hurlé à ma mère à travers le pare-brise, assez fort pour que j'entende chaque mot par-dessus le ressac. Pourquoi est-ce qu'elle a tout, elle ?
C'était censé être moi. Et ma mère. Je l'ai observée assise derrière son volant, les deux mains placées à 10h10, fixant droit devant elle ma maison, comme une femme faisant l'inventaire une dernière fois et découvrant que le compte est impossible à faire. Voici ce que j'ai compris, debout derrière ma porte, mon café refroidissant, ce cri ne m'était pas destiné. Ni l'une ni l'autre ne me voyaient réellement. Même à cet instant, Madison hurlait contre la machine. Et assise au volant de cette machine se trouvait sa toute première victime, toujours occupée à conduire. J'ai fait un pas en arrière. J'ai laissé la marée emporter le reste. La voiture est restée arrêtée encore 1 minute, puis a fait marche arrière pour quitter mon allée. Et c'est la dernière fois que ma famille est venue là où je vis. La vie par la suite a insisté pour redevenir ordinaire, ce qui est la plus belle des récompenses. Danny a été promu responsable du cabinet à 21 ans, a pleuré en voyant son titre sur ses cartes de visite, et j'ai fait semblant de ne rien voir, conformément à notre accord tacite. Le cabinet compte aujourd'hui 60 clients réguliers et une liste d'attente que je garde jalousement comme une clôture de jardin, assez grand pour avoir du poids, assez petit pour dormir la nuit. Gus a organisé une friture de poisson sur le quai pour les 5 ans de mon entreprise, est monté sur une glacière et a raconté à tout le port que j'avais un jour combattu l'État avec une calculatrice et gagné une histoire qui devient moins exacte et plus aimée chaque année où il la raconte. Jenna amène ses enfants chaque été, son plus jeune appelle ma maison, la plage de la tente. Et le soir, je m'occupe du jardin que j'ai aménagé le long de la bordure de rochers derrière la maison, là où la carte du comté affirmait que rien ne pousserait jamais. J'ai apporté la terre moi-même, sac après sac, pendant 2 étés entiers, calé dans les interstices du calcaire avec du compost et de l'obstination. Et maintenant, il y a de la lavande de mer, des tournesols de plage et un pied de tomate absurde dont Gus se moque sans arrêt mais dont il mange les fruits quand même. Ma grand-mère aurait compris au premier coup d'œil. Ma mère disait qu'on n'arrose pas les pierres. Et j'ai conclu, après mûre réflexion, qu'elle avait presque raison, il s'avère qu'on peut arroser les pierres. Il faut simplement apporter sa propre terre. Certains soirs, je m'assois dehors avec un café refroidi pendant que les mouettes se disputent la ligne de marée, et je fais le bilan, actif, passif, toute la colonne honnête. Et le chiffre qui apparaît est un chiffre pour lequel la méthode comptable de ma mère n'avait aucune ligne, suffisant. Tout cela donne un total suffisant. Personne ne me l'a donné. Personne ne peut en exiger le remboursement. Et personne n'a plus le droit de m'évaluer pour décider si je mérite ma place sur l'étagère. La page 1 disait, pousse quand même. Considérez que c'est fait. S'il y a une chose que je devais graver au-dessus de chaque table de cuisine, ce serait ceci, votre valeur n'a jamais été le chiffre qu'ils ont inscrit à côté de votre nom. Parce que les gens qui vous font payer pour obtenir leur amour vendent quelque chose de cassé. Et dès l'instant où vous cessez de louer une place dans leur registre pour commencer à tenir vos propres comptes sur votre propre terre, vous découvrez que leur comptabilité a été fausse toute votre vie. Vous n'avez jamais été la pierre dans leur jardin, vous étiez la graine qu'ils ont refusé d'arroser. Et les graines savent attendre. Les graines savent patienter. Les graines poussent. Quoi qu'il arrive. Voilà pour cette histoire. Un chèque de banque glissant sur une table. Un nom falsifié sous le sceau d'une mère. Une barrière restée fermée. Si vous avez vous aussi dû apporter votre propre terre, si vous avez bâti une vie à partir de ce qu'ils appelaient prendre de la place pour rien, racontez-le moi dans les commentaires, car quelqu'un là-bas a besoin de votre version ce soir.